Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean Moritz. Cette terrible affaire commence par un gigantesque incendie à Louvroil, une commune tranquille du nord de la France. Ce 1er juin 2011, le feu ravage une entreprise de pétards et de feux d'artifice. Dans les décombres, les pompiers découvrent le corps sans vie du gérant, un certain Jean Moritz. Un père de famille tranquille, à qui on ne connaissait aucun ennemi. Pourtant, après l'autopsie, c'est le choc. Jean aurait été tué par arme blanche et égorgé. Commence alors une enquête qui va durer des années. Toutes les pistes sont explorées en vain, jusqu'à ce qu'une émission de télévision relance le dossier de manière très inattendue, 4 ans après les faits. L'affaire Jean Moritz, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Automne 2015, dans le nord de la France. Des policiers sont sur le point de procéder à une arrestation délicate. Un homme, soupçonné d'un crime d'une extrême violence, vit ses derniers instants de liberté. Ce jour-là, l'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Ces policiers ne le savent pas encore, mais cette affaire, aux ingrédients explosifs, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 4 ans auparavant. Tout commence dans le département du Nord, près de Maubeuge, à proximité de la frontière belge. Maubeuge est une commune de 30 000 habitants qui a été fortifiée par Vauban. Virginie Selvetti, journaliste. Une belle commune du nord de la France. Ça fait partie de ces belles villes du Nord, qui ont gardé ce charme des briques rouges. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Ça faisait partie des villes les plus prospères à une époque, donc ça a gardé aujourd'hui encore tout son cachet. Non loin de là, à quelques kilomètres, Louvroil, une commune bien plus modeste. Louvroil est une petite ville avec à peu près 7000 habitants. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Donc les gens se connaissent quand même tous plus ou moins. C'est une toute petite ville ouvrière qui a beaucoup souffert de la fermeture d'usines d'acierie. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Qui aujourd'hui rebondit un peu grâce à des centres commerciaux. C'est une toute petite ville mais qui est sur un axe extrêmement passant. En arrivant à Louvroil, impossible de rater un commerce pas tout à fait comme les autres, celui de Jean Moritz. Jean Moritz est artificier, il a une boutique de farces et attrapes qui s'appelle Tout Feu Tout Fête. Donc son magasin est rempli de farces et attrapes, de déguisements en tout genre. Il y stocke également ses feux d'artifice. Pour Jean Moritz, tirer des feux d'artifice est bien plus qu'un simple métier. C'est une véritable passion, comme en témoigne avec admiration Laurie, l'un de ses fils. C'est vraiment quelqu'un qui avait le sens du spectacle, contrairement à beaucoup de businessmen. Lui, c'était pas ça du tout, quoi. Laurie Moritz, fils de Jean. Il aimait bien se renseigner de l'histoire du village, de la ville, et la remettre en musique avec des petites histoires. Organiser des spectacles inoubliables. Une façon pour Jean Moritz de faire vivre ses rêves d'enfant tout en gagnant sa vie. Il a un petit côté gosse, Jean, c'est-à-dire que c'est faire péter des pétards, quoi. Dans la région, il est sans doute un des plus inventifs, et donc ça, effectivement, il est relativement demandé. Jean Moritz est un personnage hors norme et il est adoré de plein de gens parce que c'est un métier de fête, c'est un métier d'émerveillement. Il crée des étoiles dans les yeux de beaucoup de gens. Et pour ses autres enfants, Jessie et Dulcie,
Sa réussite ne doit rien au hasard. Son grand sourire et ses qualités humaines font partout l'unanimité. C'est quelqu'un qui est toujours souriant. Jesse Moritz, fils de Jean. Toujours de bonne humeur et qui essaye de toujours apporter de la bonne humeur aux autres. Il était vu comme une star entre guillemets, c'est comme ça que son travail en ressortait. Dulcie Moritz, fille de Jean. Les gens étaient contents de voir ce qu'il faisait et nous, on en était tout autant fiers. Je me souviens, nous-mêmes, on était un petit peu du coup connus. C'était les enfants de Jean Moritz. Côté cœur aussi, Jean Moritz a beaucoup de succès. Son charme naturel fait craquer les femmes. Jean Moritz a 55 ans, il est très bel homme, un brun ténébreux qui attire inévitablement le regard des femmes. Il aime beaucoup les femmes et il a une qualité que les femmes adorent. C'est-à-dire qu'il sait les faire rire. Voilà, c'est son moyen de draguer. D'ailleurs, sa famille est un peu à l'image finalement de son côté séducteur, puisqu'il a eu 8 enfants de 3 femmes différentes. 8 enfants au total, 6 garçons et 2 filles avec lesquels Jean Moritz conserve des liens très étroits, même si la plupart d'entre eux, comme Laurie, vivent loin du nord de la France. Du coup, d'avoir autant d'enfants, c'était primordial qu'on reste unis tout le temps. Pour lui, la famille, ça compte énormément. Les enfants le décrivent un peu comme un papa pote. Voilà, c'est un papa copain. Mais en même temps, il rigole pas. Si ça travaille pas, Jean Moritz, il est capable de se mettre en colère. Comme avec son fils Jesse, par exemple. À l'époque, le jeune homme de 15 ans vit avec son père dans l'appartement situé juste au-dessus du magasin. Je suis un adolescent qui est en crise, on va dire, et donc c'est assez conflictuel. La moitié de la semaine, c'est beaucoup de disputes. Et il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, mais ça arrive dans beaucoup de familles, je pense, avec les ados, hein, c'est comme ça. Ainsi s'écoule depuis des années le quotidien de Jean Moritz. Une vie tout entière vouée aux siens et à la magie des feux d'artifice. C'est un homme heureux, comblé par sa famille, ses 8 enfants qui le remplissent de bonheur, comblé par son métier qu'il aime plus que tout. Et il a son magasin qu'il a ouvert il y a à peu près 1 an et demi, qu'il est en train de développer. Donc, tout roule pour Jean Moritz, en fait. Une existence qui va pourtant basculer d'un seul coup à la fin du printemps 2011. En ce mercredi 1er juin, la journée commence le plus normalement du monde. Vers à peu près 9h, Jean Moritz va réveiller son fils Jesse, qui a 15 ans et qui, comme tous les ados, a bien du mal à se lever. Il vient me réveiller, comme d'habitude, je dors et je me rendors. Et donc il descend ouvrir son magasin, comme tous les matins. Comme chaque jour, Jean Moritz croise son voisin, le garagiste, qui démarre lui aussi sa journée. Mais une demi-heure plus tard, une forte odeur se propage dans l'air. Et ce voisin garagiste qui est vraiment accolé au magasin de Jean Moritz, tout à coup sent une odeur étrange, comme une odeur de brûlé. Il sort de son garage et distingue des flammes à l'intérieur de la boutique de Jean Moritz. Il tape à la fenêtre pour qu'on vienne lui ouvrir, pas de réaction. Et donc, spontanément, ce voisin décide d'appeler les pompiers, ne sachant pas du tout ce qui se passe. Alors que les secours sont en route, le garagiste tente bien d'intervenir avec un extincteur. Malheureusement, la porte d'entrée du magasin est fermée de l'intérieur. Alors cet incendie, il est très dangereux parce qu'il ne faut pas oublier que Jean Moritz est artificier et que donc il a des fusées et des feux d'artifice dans son magasin. Il y a un risque d'explosion générale, c'est quelque chose manifestement qui peut être en tous les cas difficile à contrôler. D'un instant à l'autre, la situation peut virer à la catastrophe. Tout le quartier retient son souffle. Le propriétaire du bâtiment arrive en urgence. Et tout de suite, il a le réflexe de foncer à l'étage. Il monte à l'appartement et là, il trouve Jesse endormi dans son lit. Donc il le secoue et le fait descendre dardard. Il écrit, il appelle Monsieur Moritz, et
Moi, le temps que je me lève et que je réalise qu'il y a de la fumée partout, il est déjà redescendu. Donc je traverse l'appartement, je descends, et là je vois plusieurs camions de pompiers, plusieurs véhicules de police. Pour Jesse, tout va très vite. Alors qu'il arrive dehors, il remarque la voiture de son père, toujours garée devant le magasin. Mais aucune trace de lui à l'extérieur de l'entrepôt en feu. C'est la panique totale. Jesse ne sait absolument pas où est son père. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Personne ne sait, donc il va y avoir des tentatives d'appel sur son téléphone, mais pas de réponse. Puis je me dirige vers un policier qui est sur le trottoir pour lui demander ce qui se passe. Donc je lui dis, c'est mon père, normalement il est dans le magasin, il était dedans pour moi. À l'intérieur, les pompiers progressent difficilement. La partie arrière du magasin est en proie aux flammes. Pourtant, ils parviennent peu à peu à maîtriser le sinistre. Les fumées commencent tout juste à se dissiper lorsqu'ils font une terrible découverte. Et à force de fouiller, de retourner, on se rend compte que sous des éléments de toiture gît un corps partiellement calciné. La moitié du corps, du haut du corps, est tellement brûlée qu'il n'arrive pas à identifier le corps. S'agit-il de Jean Moritz ? Depuis l'extérieur, le bâtiment offre un véritable spectacle de désolation. C'est à cet instant précis que Patrick, un ami de l'artificier, arrive sur les lieux. Au moment où les pompiers cherchent à identifier le corps et se demandent si la victime qu'ils viennent de retrouver n'est pas Jean Moritz, Virginie Selvetti, journaliste. Patrick se présente à eux en leur expliquant que lui peut l'identifier. Et il est rentré dans le magasin avec les pompiers. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et c'est lui qui va identifier le corps. Aucun doute possible. Le cadavre carbonisé est bien celui de Jean Moritz. Rapidement, l'impensable nouvelle se répand parmi ses 8 enfants. Un bien triste jour que Dulcie, sa fille, âgée de 11 ans à l'époque, n'oubliera jamais. Avec maman, on avait décidé ce jour-là de remonter dans le Nord pour les vacances, pour lui faire une surprise. Dulcie Moritz, fille de Jean. Et avant de prendre la route, maman a donc reçu un appel de mon grand frère pour lui annoncer. Elle a préféré ne pas nous le dire directement pour pas nous perturber. Elle a attendu qu'on soit arrivés et qu'on soit réunis. Il y avait de la famille parce qu'elle pouvait pas nous le dire toute seule. Tandis que les fumées s'échappent encore du magasin, il faut se rendre à l'évidence. La mort brutale de Jean Moritz laisse 8 orphelins, tous inconsolables. Tout va très vite. Tout va très vite, on comprend pas, on sait pas, on veut pas y croire, mais en même temps, on sait que c'est vrai. Laurie Moritz, fils de Jean. C'est bizarre la sensation qu'on peut avoir quand il se passe un truc comme ça. On n'en revient pas. Pas maintenant, pas si jeune, parce qu'on en a encore besoin pour les années à venir. On en a toujours besoin, en tout cas. Et donc, on peut rien faire, malheureusement. On est triste et on se doit de l'accepter. Alors que la fratrie est sous le choc, tous les regards se tournent vers Jessie. C'est presque un miracle qu'il n'ait pas péri avec son père dans l'incendie. Jesse, en plus, a énormément culpabilisé de ne pas s'être réveillé. Alors que s'il serait descendu, je pense qu'il serait mort avec mon père. Je me suis dit, j'aurais dû me lever, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Jesse Moritz, fils de Jean. Mais peut-être que j'y serais resté aussi. Donc, je sais pas, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance. Immédiatement, le corps de Jean Moritz est transféré vers l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Au sein de sa famille, les questions se bousculent déjà. On a pensé à l'accident au début, mais même en réfléchissant, il n'était pas dans la préparation d'artifice, c'était pas aux horaires du magasin qui préparait, qui manipulait de l'artifice, tout ça.
Mon père, il faisait très attention, il rentrait même pas avec un briquet dans sa poche dans l'atelier. Il était hyper méticuleux. En plus, voilà, je sais qu'on n'aurait pu rien retrouver du magasin si l'artifice avait brûlé ou avait explosé là-bas. D'après ses enfants, il ne s'agirait donc pas d'un incendie accidentel. À Louvroil et dans les environs, une fois le choc passé, les rumeurs se propagent. Et si Jean Moritz avait voulu mettre fin à ses jours? Un scénario que ses fils ne peuvent envisager un seul instant. Le suicide, c'était complètement impossible du fait que mon père, il fêtait la vie. Il aimait la vie. Il y a d'autres façons de se suicider que de mettre le feu dans son magasin, au fond du magasin. Surtout que j'étais 3 mètres au-dessus, juste au-dessus. Jamais Jean Moritz n'aurait pris le risque de mettre la vie de son fils en danger. Dès lors, un étrange pressentiment commence à germer dans l'esprit de Laurie. Donc à partir du moment où je ne croyais pas au suicide, je mettais des doutes aussi sur l'accident. Ou même le malaise. Ça me semblait bizarre de faire un malaise et puis de s'enflammer. Donc ouais, j'ai soulevé l'éventualité d'un meurtre dès le lendemain. Quand on dit la thèse du suicide n'est pas à écarter, on aurait pu dire la thèse du meurtre n'est pas à écarter, tout simplement. Et si Laurie, le fils de l'artificier, avait vu juste? Car lors de la découverte du corps, un détail attire tout de suite l'attention des policiers du commissariat de Maubeuge. Le médecin légiste qui est dépêché sur les lieux va tout de suite remarquer quelque chose d'étrange, une flaque de sang en dessous du corps. Ce sang devrait être séché, ce sang devrait être brûlé, ce sang devrait être noir. Et en réalité, on voit que ça a continué de couler même pendant l'incendie. Pour l'expert, cela signifie que Jean Moritz perdait du sang avant que l'incendie ne fasse rage. Mais comment aurait-il été blessé? Seule l'autopsie pourra permettre d'en savoir davantage. Et là, une autre surprise l'attend. Dans le cas d'une combustion, on meurt d'abord d'étouffement. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On meurt des fumées. Et là, dans les poumons, il n'y en a pas. Ce qui veut dire, de manière très claire, que Jean Moritz est mort avant le départ de l'incendie. Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'un accident. Quant à la suite de l'examen, elle s'avère formelle. Quelqu'un a bien donné la mort à l'artificier. Et là, grâce à cette autopsie, ils vont découvrir que Jean Moritz a reçu des coups. Il a des ecchymoses au visage, il a le nez complètement brisé. On s'aperçoit qu'il a la trachée qui a été écrasée et surtout qu'il a eu la carotide tranchée. L'autopsie ne dit pas par quelle arme, il pense un tournevis, un couteau. Donc il a été véritablement tué, il a été assassiné, ça n'est pas du tout la résultante d'un incendie. Là, on est absolument certain qu'il y a eu quelqu'un qui en voulait à Jean Moritz au point de le tuer. C'est clair, c'est évident. Un déferlement de coups suivi d'un égorgement. Les conclusions de l'autopsie sont sans appel. La piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute. C'est ce qu'on appelle un coup de théâtre. La semaine dernière, un magasin de feux d'artifice était ravagé par les flammes à Louvroil. À l'intérieur, un corps sans vie, celui du gérant. Mais surprise, l'autopsie vient de révéler que la mort de cet homme date d'avant l'incendie. Tout laisse à penser qu'il s'agit là d'un meurtre. Interviewé par la télévision régionale, Danny, le fils aîné de Jean, est lui aussi sous le choc. Qui aurait pu vouloir la mort de son père ? Une fois qu'on s'est retourné le cerveau, on savait que c'était pas possible que ce soit ni un suicide ni un accident. Danny Moritz, fils de Jean. Mon père était pas comme ça, il était prudent et puis plein de vie. Il adorait les gens et faire la fête. Il était pas prêt à quitter tout ça parce que ce monde-là, il l'aimait beaucoup et ses enfants aussi. Et vous lui connaissiez pas d'ennemis?
pas directement. Après, des ennemis, on sait jamais. Les révélations sur la mort de Jean Moritz se multiplient dans la presse. Pour ces enfants, difficile d'accepter les circonstances du meurtre de leur père. On ressent bien l'acharnement, la violence, quelque chose de très dur. On ne veut pas y croire. Laurie Moritz, fils de Jean. Et là, on a la colère qui commence à monter des images. Donc c'est assez difficile de dormir. Quand je l'ai appris, pour moi, ma réaction, c'était vraiment, je vois ça que dans les films. Dulcie Moritz, fille de Jean. Ça peut arriver aux autres, mais pas à moi. Enfin, ce qu'on m'a dit sur les faits, c'était un acharnement. Jessie Moritz, fils de Jean. Et en fait, on a tellement réfléchi à pourquoi qu'on s'est préparé à un peu tout. Laurie, Dulcie et Jessie sont alors loin de l'imaginer, mais cette terrible épreuve marque pour eux le début d'un cauchemar qui va durer de très longues années. Devant l'extrême violence du crime, la police judiciaire de Lille reprend à zéro le dossier Jean Moritz. Une semaine après les faits, pour ces enquêteurs aguerris, la tâche s'annonce difficile. Le feu a détruit quasiment l'intégralité de la boutique. Virginie Selvetti, journaliste. Lorsque les pompiers ont éteint l'incendie, ils ont tout bousculé, donc souillé la scène de crime. On sait du coup que l'ADN sera inopérant, on n'en retrouvera pas, qu'il n'y aura pas d'empreinte digitale. On part vraiment sur une scène de crime qui ne livrera aucun élément, on en est certain. Pas d'arme du crime, pas d'ADN et pas un seul témoin. Seule solution pour les policiers, se pencher sur la vie de l'artificier. Et la première piste qui s'offre à eux est celle de son fils, Jessie, avec qui Jean Moritz était en conflit. Et ils apprennent qu'effectivement, entre Jessie et son père, ça n'allait pas du tout. Parce qu'en fait, Jessie, il était plus ou moins déscolarisé. Son père ne le supportait pas. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et donc, il y aurait pu avoir une engueulade plus forte que d'habitude. Parce que quand Jean Moritz se mettait en colère, c'était vraiment en colère. Et ce n'est pas tout. Au moment de l'incendie, selon plusieurs témoins, Jessie aurait fait preuve d'un comportement pour le moins curieux. Jessie a une attitude très très étrange, c'est-à-dire qu'il a eu l'air d'avoir absolument aucune émotion. En fait, quand on a dit à Jessie que son père était mort, et quand il l'a compris, en fait, Jessie a très peu réagi. Mais vraiment très peu. Pas de larmes, pas de cris, et il parlait très peu. Alors ce jeune garçon de 15 ans aurait-il pu commettre l'irréparable ? Une dizaine de jours après le crime, tout s'emballe. Jessie Moritz est placée en garde à vue par la police judiciaire. Pour ses frères et sœurs, c'est un tremblement de terre. Ça a été un choc pour nous, parce que pour nous, c'était impensable. Forcément, c'est notre grand frère, c'est notre papa. Ça se peut pas, c'est pas possible. Mon père était un peu en colère quand Jessie n'allait pas à l'école, quand il allait pas bien, tout simplement. Donc c'était de l'amour, tout ça. Il n'y a jamais eu de réelle violence. Et là, on commence à être un peu en colère. On a l'impression que la police, elle part à l'envers. Le jeune homme est alors mineur. Une garde à vue dont Jessie se souvient encore aujourd'hui. Mais je suis resté encore sans dire grand-chose parce que je dormais, donc je ne pouvais pas expliquer grand-chose en fait. Il faut se mettre à la place de Jessie. Il a 15 ans, il a appris que son père était mort, et maintenant, il se retrouve devant les enquêteurs, soupçonné d'avoir tué son père. Et puis, le fait que je sois sur les lieux, que je sois le seul à l'avoir vu, un des derniers à l'avoir vu, et le seul vraiment sur les lieux,
Donc c'est les seules choses qui fait que je suis en garde à vue, qui ont fait que je suis en garde à vue à ce moment-là. Mais l'officier de police qui l'interroge n'obtient rien du jeune suspect. Assailli de questions, Jessie n'en démord pas. Il est totalement étranger au meurtre de son père. Il faudrait imaginer que lorsque Jean-Maurice l'a réveillé, il ait fait semblant de se rendormir dans son lit, qu'il ait laissé son père descendre, qu'il soit descendu à la suite de son père. Pour aller voir son père, entrer dans la boutique. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et en ressortir pour se recoucher en haut alors qu'il aurait lui-même allumé l'incendie en bas. Ça n'avait aucun sens finalement. D'autant que 2 éléments majeurs plaident en faveur de l'adolescent. Les vêtements qu'il portait le jour de l'incendie, ainsi que son corps, ne présentent aucune trace suspecte. Dès lors, la thèse d'un parricide semble s'éloigner. Et puis on se rend compte que cet homme a été vraiment tué avec beaucoup de sauvagerie. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Et que ça ne correspond pas à la taille, au gabarit et à la force de ce garçon. Mon père était un mec qui savait se défendre, qui était costaud, il avait une machine à muscu dans la maison. C'est pas un gamin de 15 ans qui pouvait faire ça à mon père. En l'absence de tout indice incriminant, Jessie est libéré et mis totalement hors de cause. Pour les enquêteurs, retour à la case départ. Dans les rangs de la police judiciaire, c'est évidemment la déception. Et si c'était ailleurs, du côté du métier de Jean-Moritz, qu'il fallait plutôt chercher? En fait, le monde de l'artifice, il faut savoir que c'est un monde un peu de requin quand même. Il avait pas mal de concurrents qui ne l'appréciaient pas forcément parce que beaucoup de contrats, il avait beaucoup de marchés, des prix très abordables pour ce qu'il faisait. Donc ça aurait pu être une manière de récupérer quand même plus d'une 40aine de contrats en éliminant une personne comme mon père. Alors, un artificier mécontent aurait-il pu s'en prendre à Jean-Moritz? Le premier auquel les enquêteurs s'intéressent n'est autre que son principal rival dans les affaires. Un homme qui était un concurrent de Jean-Moritz et qui le détestait. Ils en étaient même venus aux mains quelques années auparavant. Ils se tiraient la bourre sur les contrats. Et il se trouve que cet homme, alors que Jean-Moritz venait à peine de mourir, est allé démarcher toutes les mairies avoisinantes, toutes les mairies où Jean-Moritz avait des contrats. Il va dire, oui, clairement, Moritz est mort, je viens reprendre les contrats. Laurie Moritz, fils de Jean. Quel comportement bizarre aussi, cette froideur, ce côté, ce manque d'empathie. Pour l'ennemi juré de Jean-Moritz, sa disparition est une aubaine. Et sa rapidité à contacter les clients de la victime alerte les enquêteurs. Mais là encore, cette piste mène à une impasse. Et pour cause. Malgré son avidité dévorante, cet artificier dispose d'un alibi indiscutable. Quant au scénario, il ne tient pas la route. S'il postule et s'il candidate, c'est vraiment qu'il n'a rien à voir avec tout ça et qu'il est juste animé par un intérêt financier. Alors, qu'on soit un requin, qu'on soit effectivement un homme sans sentiment, ne fait pas non plus de la personne un meurtrier ou un assassin. Tout d'abord, Jessie, le propre fils de la victime, et puis ce concurrent sans scrupules. Pour la police, le résultat est là. Ces 2 pistes, qui paraissaient si évidentes, viennent tout simplement de s'écrouler. Le meurtre de Jean-Moritz reste un mystère. Mais les enquêteurs ne baissent pas les bras et continuent d'auditionner les proches de Jean-Moritz. Peut-être ont-ils remarqué quelque chose de suspect dans les jours qui ont précédé la mort de l'artificier. C'est alors que le jeune Jessie leur révèle que 2 mois avant les faits, son père avait été victime d'un premier sinistre. Et pas n'importe lequel, un incendie de voiture. Vers 6h du matin, je crois. Jessie Moritz,
fils de Jean. On se réveille avec de la fumée dans l'appartement et puis la voiture incendiée devant. Que mon père m'appelle et il me dit je devais aller chercher les enfants ce week-end, je pourrais pas y aller parce que hier matin, ma voiture elle a brûlé à 5h du matin devant chez lui. Son véhicule, incendié dans d'étranges circonstances, à peine quelques semaines avant le drame, voilà qui résonne comme un avertissement. Mais de la part de qui ? Pour le savoir, les policiers se penchent sur la vie privée de la victime, et en particulier sur ses nombreuses relations amoureuses. Jean Moritz plaît, c'est un homme qui a du succès et c'est un homme avec un certain romantisme qui fait que quand les histoires sont finies, il laisse souvent un excellent souvenir à certaines de ses anciennes compagnes, ce qui gêne parfois les nouveaux compagnons de celle-ci. Et si un compagnon jaloux avait voulu se débarrasser de Jean Moritz ? L'un d'entre eux, Patrick, semble avoir le profil justement pour intriguer les forces de l'ordre. Patrick, c'est lui qui a identifié le corps de Jean Moritz. Alors, que faisait-il ce matin-là aux alentours de 10h sur les lieux ? Virginie Selvetti, journaliste. Déjà, pour les enquêteurs, c'est assez étrange, assez troublant. Patrick, en fait, s'avérait extrêmement intéressant pour l'enquête, pour une bonne raison, c'est qu'il est aujourd'hui avec une des ex de Jean. Patrick partage désormais la vie de Laurence, une ex-petite amie de l'artificier. Alors, aurait-il quelque chose à voir avec l'incendie et la mort de Jean Moritz ? Il faut savoir que Jean et Laurence ont eu une histoire assez fusionnelle, mais une dizaine d'années, une quinzaine d'années auparavant. Mais est restée de cette relation une amitié très forte. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Et donc, Laurence, Patrick et Jean Moritz se voient très régulièrement. Pourtant, plusieurs témoins l'affirment, cette belle amitié avait fini par voler en éclats. C'était quelques jours avant le crime, lors d'une soirée plutôt arrosée. Jean Moritz n'avait pas arrêté de danser avec Laurence. Et Patrick avait très mal pris la chose, n'avait pas ouvert la bouche de la soirée et qu'il avait l'air très, très contrarié. On voit que ça dérange Patrick, que mon père s'est de nouveau rapproché de Laurence. Dans l'esprit des enquêteurs, un possible mobile se dessine, la jalousie amoureuse. Mais lorsque Patrick est placé en garde à vue, il leur présente lui aussi un alibi. On se rend compte qu'il a fait des achats ce jour-là, on se rend compte qu'il s'est rendu sur une zone commerciale qui est assez éloignée. Effectivement, le téléphone de Patrick a bien borné aux heures où il le dit, aux endroits où il le dit. Patrick ne pouvait donc en aucun cas se trouver à Louvroual quand l'incendie s'est déclenché. Après celle du fils, Jessie, après celle du concurrent artificier, la piste de ce compagnon jaloux s'effondre à son tour. Trois semaines après le meurtre, la police judiciaire de Lille est sur les dents. Seule solution pour avancer, décortiquer un peu plus la vie amoureuse de Jean Moritz. Car, d'après ses deux fils, il arrivait à leur père de séduire aussi des femmes mariées. Dans mes souvenirs, il y en a eu au moins deux. Il y a eu au moins 2 relations avec des personnes en couple. Tous dirigés vers la piste sentimentale. Plus on s'avançait dans les jours qui suivaient le crime, plus ça se refermait du côté du crime passionnel, quoi. Ce mystérieux incendie de voiture et maintenant ces histoires de relations extra-conjugales, pour les policiers, c'est là qu'il faut chercher. D'autant qu'en examinant certains messages reçus par Jean Moritz sur les réseaux sociaux, ils font une drôle de découverte. Parmi ces messages, ils vont en trouver un
qui est quasiment un message de menace. Un message assez explicite disant « Et tout feu, tout fait, laisse les ménages tranquilles, écoute bien, ce n'est pas de la rigolade. » Laisse les ménages tranquilles. Que signifie au juste ce message de menace à peine voilé? Et qui l'a envoyé? Pour les enquêteurs, c'est la stupéfaction, car ils comprennent vite qu'il s'agit d'un adolescent d'à peine 14 ans. Qui est ce jeune homme? Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Pourquoi menace-t-il et pourquoi parle-t-il de briser des ménages? Les policiers vont très vite chercher à savoir qui est cet adolescent qui a envoyé un message à Jean Moritz et qui sont ses parents, quel est le lien avec Jean Moritz. La mère de cet adolescent serait-elle l'une des liaisons de Jean Moritz? Interrogé, son entourage confirme. Le quinquagénaire vivait bien une brûlante histoire sentimentale avec cette femme divorcée que nous appellerons Sophie. À cette époque-là, Jean Moritz, il a une vie amoureuse intense. En fait, il a fait la connaissance de Sophie. Sophie a 34 ans, ils ont donc une vingtaine d'années d'écart. Elle est à la tête d'une association de pom-pom girls. Ils se sont rencontrés dans la boutique de Jean Moritz. Un jour, elle est venue pour acheter des déguisements pour ses spectacles et ça a été le coup de foudre. Une passion commune pour le monde du spectacle, une attirance mutuelle qui balaie tout sur son passage. Entre l'artificier au grand cœur et la séduisante pom-pom girl, le courant passe instantanément. Ils s'entendent, semble-t-il, extrêmement bien, ils sont très proches, il y a une complicité physique. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Et Jean Moritz s'en parle, il la présente, il l'emmène partout, ils sortent ensemble publiquement, ils s'affichent. Donc Jean Moritz semble à ce moment-là être un homme heureux et épanoui. Pour Jessie et Laurie, ses fils, Jean Moritz n'était plus tout à fait le même homme. Quelque chose avait changé chez lui depuis sa rencontre avec cette mère de famille. Il me l'a présenté et il m'a demandé si ça me dérangeait qu'il ait une relation plus sérieuse avec elle. Jessie Moritz, fils de Jean. Si elle venait s'installer à la maison, si ça me dérangeait tout ça, auquel j'ai répondu non. Moi, il m'a dit qu'il voulait partir en vacances avec elle, prendre l'avion et aller dans les îles. Mon père, c'est un mec du Nord, il est vraiment attaché à sa région, il a du mal à partir de là-bas, ou alors sur les plages du Nord pour aller pêcher, mais... Laurie Moritz, fils de Jean. Mais là, on sentait qu'il avait envie de faire rêver quelqu'un. Je pense que tout ce qu'il avait pas fait avec ses autres femmes avant, là, il était prêt. Jean Moritz filait donc le parfait amour avec cette jeune femme. Mais les policiers comprennent vite qu'il y avait une ombre au tableau. En l'occurrence, l'ex-mari de Sophie, que nous prénommerons Karim. Il vit de l'autre côté de la frontière, en Belgique, et travaille dans le bâtiment. La relation de Sophie et Karim n'est pas claire parce qu'on apprend que normalement ils sont séparés, divorcés, mais que lui vient régulièrement voir les enfants, qui dort au domicile de son ex-femme. Quand il veut rendre visite à ses enfants, il décide de dormir chez Sophie. Il s'impose, il est là, il s'occupe de ses enfants et puis il repart en Belgique. Karim conserve une emprise sur Sophie. Une séparation visiblement très compliquée. Premier réflexe parmi les enquêteurs, interroger Sophie, la pom-pom girl, en qualité de témoin. Karim, son ex-mari, en voulait-il à Jean d'être son nouveau compagnon? Pourrait-il avoir un lien avec son meurtre? Elle raconte qu'elle est amie avec Jean Moritz, mais qu'elle n'a pas du tout de relation amoureuse avec Jean Moritz. Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Puis après, elle va revenir dessus. Elle va dire que si finalement, elle a des relations. Les enquêteurs se demandent pourquoi Sophie avait intérêt à cacher cette relation. Et ils découvrent que Karim n'est pas un enfant de cœur. Virginie Selvetti, journaliste. Il a un casier judiciaire assez rempli, notamment pour des faits de violence. Et donc les enquêteurs pensent qu'elle en avait peur. À partir de là, pour la PJ, tout s'accélère.
En effet, selon plusieurs témoins, ce Karim serait même venu en personne s'expliquer avec l'artificier de Louvroil. Les policiers vont découvrir que quelque temps avant l'incendie, Jean Moritz a reçu la visite de Karim dans sa boutique. Karim qui serait venu un matin et qui a voulu parler avec mon père et il a dit qu'il aimait toujours sa femme. En tout cas, il serait reparti avec un peu des larmes aux yeux en disant « Mon père, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand on aime la même femme ?» Deux hommes, fous amoureux d'une même femme, et ce crime d'une violence extrême, les enquêteurs seraient-ils enfin sur la bonne piste? Pour confirmer leur intuition, ils se lancent dans une enquête de voisinage. C'est là qu'un homme, un ancien pompier, leur livre une information cruciale. Alors qu'il se trouvait sur les lieux au moment de l'incendie de la voiture de Jean, il aurait croisé un individu au comportement suspect. Et il dit, mais moi je me souviens de quelque chose de très étrange, c'est qu'un homme est passé en voiture, il m'a parlé. Il lui a dit, il ne s'agit pas d'un incendie criminel, c'est forcément un problème avec le moteur puisque les flammes sont parties du capot. Déjà, c'est extrêmement étrange. Donc c'est vraiment comme si cette personne voulait se disculper en réalité. Une attitude qui pose question. Surtout lorsque leur témoin donne un signalement de cet homme. L'individu qu'il décrit ressemblerait à Karim, l'ancien mari de Sophie. Et alors cet ancien pompier décrit parfaitement l'homme qu'il a vu dans cette voiture de couleur sombre. Il décrit un homme de petite taille, d'origine maghrébine, avec les cheveux coupés très courts. On va lui demander s'il reconnaît Karim sur photo. Et bingo, ce témoin va reconnaître effectivement Karim. Autre élément troublant, en reprenant l'enquête de voisinage, un nouveau témoin se manifeste. Lui aussi aurait vu un homme pouvant correspondre à la description de Karim. Mais cette fois, le jour de l'incendie du magasin de Jean Moritz. Ce jour-là, le matin des faits, il y a quelqu'un qui travaille sur un toit et qui aperçoit quelqu'un courir le long du bâtiment, affolé, qui ne sait pas trop où aller, qui est affolé, quoi. Moi, j'ai appris le signalement, la description physique. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'était Karim. La description physique, ça ressemble à ce que je connais de Karim. Voilà un petit caillou qui commence à être mis dans les chaussures de Karim et qui va rendre sa marche dans le dossier bien compliquée. Alors, Karim aurait-il incendié la voiture, puis le commerce de Jean Moritz? Serait-il impliqué dans le meurtre sauvage de son rival? Il est désormais le suspect numéro 1. Police judiciaire de Lille, 4 octobre 2011. 4 mois après le crime, Karim est placé en garde à vue. Les enquêteurs espèrent le faire craquer. Mais cet ouvrier du bâtiment se montre parfaitement serein. Pour commencer, il détaille son emploi du temps depuis la veille des faits. Il explique qu'il est arrivé le 31 au soir et qu'il a dormi chez son ex-femme, Sophie, pour voir ses enfants, comme il le fait d'habitude. Et que le matin, ils se sont levés et qu'ils sont partis à 8h30. Karim se fait plus précis encore. À 9h, quand l'incendie s'est déclaré à Louvroil, il se trouvait à plusieurs kilomètres de là. Des témoins, dit-il, peuvent même en attester. Ce matin-là, il avait rendez-vous avec Stéphane, le cousin de Sophie. Ils devaient ensemble aller voir un client pour commencer des travaux sur un chantier. Karim explique que lorsqu'il est arrivé chez ce dénommé Stéphane, Stéphane était absent et qu'il a bu un café avec Véronique, l'épouse de Stéphane, en l'attendant. Sophie, son cousin Stéphane et Véronique, la femme de celui-ci, sont convoqués à leur tour. Et tous certifient avoir vu Karim ce fameux matin du 1er juin. Sophie confirme qu'il était bien chez elle, qu'il est parti. Stéphane va confirmer l'avoir vu, etc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Sauf que
Aucun horaire ne parvient à être confirmé ni par les uns ni par les autres. Quand bien même les versions sont un peu floues et changeantes, il y a quand même 3 personnes, Sophie, Stéphane et Véronique, qui ont vu Karim ce matin-là et qui viennent fournir un alibi. Après moins de 24 heures de garde à vue, Karim est remis en liberté. Faute d'aveu, et grâce à cet alibi, aucune charge n'est retenue contre lui. Pour la famille de Jean Moritz, c'est encore la douche froide. Et plusieurs mois vont s'écouler sans que les investigations avancent. Ses enfants, eux, continuent de se mobiliser. Que s'est-il vraiment passé dans la boutique de Jean Moritz l'an dernier? Une question que se pose toujours la famille et les amis de ce marchand de feux d'artifice, retrouvé mort dans son magasin incendié. Ils se sont rassemblés aujourd'hui à Louvroil pour réclamer l'avancée de l'enquête. Département du Nord, 1er juin 2012. 1 an jour pour jour après la mort atroce de l'artificier, ses proches demandent toujours justice. Pour le moment, on ne sait rien du tout. Nicole Moritz, sœur de Jean. Tout piétine et puis aucune information. Voilà. Au sein du clan Moritz, c'est le même sentiment de colère. Pour ses fils, les investigations s'enlisent depuis beaucoup trop longtemps. Son téléphone n'a pas été retrouvé, qui a continué à sonner pendant 4 jours. Laurie Moritz, fils de Jean. C'est pour ça que je vous dis qu'on a demandé une géolocalisation du portable au bout de 2 jours qui n'a jamais été faite. Ça s'est fait au bout de 8 jours et au bout de 8 jours, tout ça c'était mort. Donc évidemment, il y a plein de choses qui ont retardé cette enquête à cause de cette malmenance d'enquête des 8 premiers jours. On est bien obligé d'attendre en fait. Jesse Moritz, fils de Jean. On essaye de vivre avec, on essaye de le laisser de côté, mais c'est pas évident. On a très peu d'informations de la justice, où on sent que ça patauge, que ça rame. On a vraiment peur d'un non-lieu, on ne sait plus où se diriger. On ne sait plus où aller. Les mois, puis les années passent. Mais l'enquête, elle, reste au point mort. Dulcie Moritz n'était qu'une toute petite fille lors du meurtre de son père. Elle qui, depuis la tragédie, doit quotidiennement porter ce fardeau. La justice nous a plus ou moins délaissés. J'essaie de faire confiance, disons que je m'y accroche, je l'espère que je peux leur faire confiance et qu'il y aura une suite ou une fin. Dulcie Moritz, fille de Jean. Oui, c'est très, très dur, très compliqué. Il y a un tas de questions. Il y a des moments très, très sombres où, pour ma part, j'ai préféré me retrouver seule. Ça m'a renfermée un peu sur moi-même. Pour la famille, ça a été très, très long. Très, très, très long. Début de l'année 2015, dans le nord de la France. 4 ans se sont écoulés depuis le crime. Alors que l'espoir d'identifier un jour le meurtrier de Jean Moritz s'amenuise, un événement va venir tout bousculer. Cette année-là, une équipe de télévision contacte la famille de la victime. Le dossier Jean Moritz intéresse Non élucidé, une émission consacrée aux affaires non résolues, les fameux cold case. Le but de cette émission, c'est de remonter toutes les pistes de ces affaires non élucidées. Virginie Selvetti, journaliste. Mais contrairement à de nombreuses émissions de faits divers, la différence, c'est qu'à la fin, nous n'avons pas de coupable. Ça va faire bouger des choses. En bien, en mal, personne ne le sait à l'avance. Emmanuel Rigler, avocat des parties civiles. Mais quoi qu'il se passe, ça ne peut que nous faire du bien. Donc on y va, on fonce et on attaque. La journaliste Isabelle Deschamps reprend donc à zéro tous les éléments de l'affaire. Un travail qui contribue parfois à relancer ce genre d'enquête. L'intérêt de ce type d'émission, c'est que quand un dossier dort comme ça... Isabelle Deschamps, journaliste réalisatrice. Le fait que les médias s'y intéressent, ça le remet au-dessus de la pile. Hop, il ressort comme un bouchon. On espère que ça va rapporter quelque chose et que les enquêteurs vont se dire « Ah bah oui, on est passé à côté de ça » ou
On va chercher plus précisément dans certains points. Tandis que la journaliste contacte la plupart des protagonistes de l'histoire, la police judiciaire, elle, saute sur l'occasion. Et si tout cela pouvait permettre enfin de faire surgir un élément nouveau? Et donc la justice va profiter de l'événement pour mettre tous les protagonistes de cette affaire sur écoute. Ce qu'il se passe souvent, c'est que les langues se délient parce que les gens ont un besoin nécessaire de parler de l'affaire. Les policiers, comme les magistrats, espèrent obtenir de nouvelles informations. La police ne s'est pas trompée. En septembre 2015, au moment de la diffusion du reportage, Sophie, la liaison de Jean Moritz, ignore qu'elle se trouve sur écoute et elle multiplie les appels et les messages à destination de Karim, son ancien mari. Les enquêteurs constatent qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup d'échanges entre Karim et les membres de sa famille. Qu'on commence à s'affoler un peu de ce côté-là, et ce n'est pas anodin. On se rend compte que ça les perturbe beaucoup. C'est-à-dire que Sophie et Karim sont très très dérangés par la diffusion de cette émission. Ça les inquiète, ils ne savent pas ce que ça va donner, pourquoi la télé se mêle de ça. On les sent très très mal à l'aise. Pour les enquêteurs, c'est peut-être une opportunité. D'autant que Véronique, la femme du cousin de Sophie, se montre plus explicite encore sur ses écoutes. Souvenez-vous, c'est elle qui, 4 ans auparavant, avait fourni un alibi à Karim. Véronique, qui a bu un café le matin du crime avec Karim, serait en train d'expliquer à des proches que ce jour-là, elle n'aurait finalement pas vu Karim. Finalement, c'est en regardant l'émission qu'ils se rendent compte de la gravité de cette affaire et de l'importance de leur témoignage. Enfin, c'est un bouleversement complet sur l'affaire. Sophie, son cousin et l'épouse de celui-ci, ces 3 témoins clés, avaient tous à l'époque attesté de la présence de Karim à des kilomètres de l'incendie. Mais avec ces écoutes, tout pourrait changer. Alors ils sont de nouveau interrogés et tous changent de version. Les personnes se sont trompées. C'est pas du tout au moment où elles l'ont dit qu'elles ont vu effectivement Karim, qu'elles ont tout mélangé, et qu'en réalité elles se rattachent à des repères, notamment au fait d'avoir le journal sur la table qui parlait déjà de l'incendie, et que donc ça n'était pas ce jour-là qu'ils l'avaient vu, mais le lendemain. Un alibi qui s'effondre d'un seul coup. C'est le grand tournant de cette enquête. 4 ans après le meurtre de Jean Moritz, Karim redevient le principal suspect. Hôtel de police de Lille, automne 2015. Placé une seconde fois en garde à vue, l'ex-mari de Sophie maintient pourtant sa version. Il affirme toujours qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il n'a donc rien à voir avec le crime. Karim appuie toute sa défense sur le fait que le 1er juin 2011, c'était il y a 4 ans, et qu'il peut y avoir naturellement des incohérences dans les témoignages. Ces personnes sont revenues sur leurs témoignages, ont pu se tromper, leur mémoire a pu leur faire défaut. Karim, en garde à vue, niera toujours le fait d'avoir tué Jean Moritz. En effet, Karim n'en démord pas. Quant au mobile, il le conteste formellement. Étant divorcé de Sophie depuis des années, il n'avait, dit-il, aucune raison de tuer par jalousie amoureuse. Il est cependant mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Aujourd'hui, Karim continue de clamer son innocence. La justice l'a renvoyé durant l'été 2022 devant la cour d'assises du Nord pour meurtre. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle et reste présumé innocent. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer. Karim appuie sa défense en expliquant qu'il n'y a aucun élément matériel, il n'y a aucun élément tangible, que des faisceaux de concordance, de présomption. Il faut savoir que quand même, les éléments de l'accusation sont faibles parce qu'on n'a pas d'arme du crime. On n'a pas de témoignage. On ne trouvera pas d'ADN comme on le sait puisque la scène de crime a été entièrement brûlée, incendiée.
Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc en réalité, ça va se jouer sur l'intime conviction. Avec un dossier d'accusation aussi fragile, l'issue du procès demeure très incertaine. Mais cette audience, qui se tiendra dans quelques mois, est déjà un aboutissement pour les enfants de Jean Moritz. Après tant d'années d'incertitude et de combats, c'est un grand pas vers la vérité. La fin de tout ça, oui, est le début pour nous de pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale. Dulcie Moritz, fille de Jean. En tout cas, sans avoir à porter ce poids de se dire quand est-ce qu'on aura une réponse, quand est-ce qu'on saura. Enfin... On se rapproche de la vérité et on espère que ça va aboutir à quelque chose. Jesse Moritz, fils de Jean. On espère tous qu'il y aura des révélations et des réponses aux questions qu'on se pose tous depuis 11 ans. En attendant, ils continuent de faire vivre la mémoire de leur père. Comme Jesse, son fils, qui s'adonne à la même passion que lui, celle des feux d'artifice. Je continue de tirer le 13-14 juillet parce que j'en ai besoin, en fait. Il m'a tout transmis sur l'artifice. C'est grâce à lui que j'en tire encore maintenant et que j'ai encore envie d'en tirer. La chose dont je peux être sûre de me rappeler, c'est quand il nous emmenait chez un de ses amis à la pêche. Voilà, c'est des moments où on était vraiment tous ensemble et ça nous réunissait. Et c'est des souvenirs où je peux dire qu'on était joyeux. Et, Quant à Laurie, ce fils devenu père de famille à son tour, pas question pour lui non plus de baisser les bras. Ouais, j'en ai pratiquement que des bons souvenirs de mon père. L'amour qu'il avait pour ses enfants, qui était en train de grandir de plus en plus. Laurie Moritz, fils de Jean. La fierté de nous avoir, la fierté d'être lui-même, de ce qu'il était, parce que c'était un très bel homme dans le cœur. Maintenant, moi, mon père, il me manque à tous mes frères et sœurs, et ce manque qu'il nous laisse, c'est l'amour qu'on avait pour lui. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le 12 mars 2011, à 2h17 du matin, les habitants du petit village alsacien de Mittelhausen sont tirés brutalement de leur sommeil par une déflagration assourdissante. Les vitres tremblent, les alarmes de voitures se déclenchent en cascade et une épaisse fumée noire s'élève au-dessus des toits. À 3 km du centre, dans une zone artisanale isolée, un hangar vient de voler en éclats. Les pompiers de Haguenau arrivent les premiers sur les lieux. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils ont pu imaginer. Au milieu des débris tordus de métal, des outils carbonisés et des fûts éventrés, ils trouvent le corps d'un homme, méconnaissable, à moitié enseveli sous des poutres brûlées. Autour de lui, l'odeur âcre du soufre, de la poudre et de l'essence. Le capitaine des pompiers remarque immédiatement quelque chose d'étrange. L'homme semble avoir été à l'origine de l'explosion. Non pas une victime, mais celui qui manipulait les explosifs. Lorsque la gendarmerie arrive, la scène est rapidement bouclée. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Strasbourg identifient la victime grâce à un portefeuille miraculeusement intact. Jean Moritz, 43 ans, pyrotechnicien indépendant, connu dans la région pour ses spectacles de feux d'artifice lors des fêtes communales. Divorcé depuis 3 ans, père d'une adolescente, il vivait seul dans une petite maison à Brumath. À première vue, tout laisse penser à un accident. Un professionnel qui aurait commis une erreur en manipulant ses produits. Pourtant, dès les premières heures, plusieurs éléments font douter les enquêteurs. D'abord, le hangar n'appartient pas à Moritz. Il est loué au nom d'une entreprise de transport, fermée depuis des mois. Ensuite, les pompiers trouvent dans les décombres
une boîte métallique contenant un dispositif électronique complexe, un détonateur relié à une minuterie artisanale. Enfin, les analyses préliminaires révèlent que l'explosion n'a pas été causée par un mélange accidentel, mais bien déclenchée volontairement. Alors, que faisait Jean Maurice dans ce hangar, au beau milieu de la nuit, avec un engin prêt à exploser? Le commandant Béran, chargé de l'enquête, ordonne immédiatement une perquisition au domicile de Moritz. Dans le garage, les gendarmes trouvent plusieurs cartons d'artifice, des fusées, des câbles, mais aussi des restes de produits chimiques non déclarés. Sur un établi, un cahier noir attire l'attention. À l'intérieur, des croquis détaillés de circuits électriques, des notes techniques, et un nom écrit plusieurs fois, Elodie. Elodie Baker, 26 ans, pom-pom girl de l'équipe locale de football américain, apparaît dès le lendemain dans le dossier. C'est la dernière personne à avoir vu Moritz vivant. Selon ses propres déclarations, ils se sont rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'un feu d'artifice pour le 14 juillet à Haguenau. Il était fasciné par elle. Elle disait de lui qu'il était un peu bizarre, mais gentil. Leur liaison, brève mais intense, s'était terminée dans la confusion. Elle avait repris sa vie, lui non. Mais quand les enquêteurs découvrent que le hangar appartient à un ami d'Élodie, les choses prennent une tournure inattendue. Dans son téléphone, Moritz avait sauvegardé des dizaines de messages adressés à la jeune femme, certains tendres, d'autres beaucoup plus inquiétants. « Tu ne peux pas m'effacer comme ça. Tu verras, tout explosera bientôt. S'il ne t'aime pas, moi je t'aimerai jusqu'à la fin. » Ces mots, désormais, résonnent comme une menace. Les techniciens de la police scientifique identifient sur place des traces d'ADN étrangères, appartenant à un certain Mark Baker, l'ex-mari d'Élodie. Ancien gendarme, reconverti dans la sécurité privée, il est décrit comme possessif, impulsif, jaloux, maladif. Le couple avait divorcé en 2009 après une série de disputes violentes, mais ils continuaient de se voir, notamment à cause de leur fille de 6 ans. Interrogé dès le lendemain, Mark nie farouchement toute implication. « Je ne savais même pas qu'il était encore dans sa vie, ce type », dit-il, les bras croisés, la voix tremblante de colère. Pourtant, son alibi pour la nuit de l'explosion, « J'étais chez moi, je dormais », s'effondre rapidement. Son téléphone borne à proximité de la zone industrielle à 2h03. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il se tait. Le silence dure près de 20 secondes. Puis il murmure « Je voulais lui parler, c'est tout ». Pendant ce temps, la rumeur se propage dans tout le village. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, on commente, on accuse, on invente. Certains disent que Moritz préparait un attentat. D'autres, qu'il voulait se suicider pour impressionner son ex. D'autres encore prétendent qu'il trafiquait des explosifs pour des commanditaires inconnus. Mais c'est une photo, découverte quelques jours plus tard dans le disque dur de l'ordinateur de Jean Moritz, qui va bouleverser toute l'affaire. On y voit Élodie, souriante, en tenue de pom-pom girl, sur un terrain de sport, et, en arrière-plan, une voiture blanche stationnée près de la grille. En zoomant, les experts distinguent le visage de Mark Baker derrière le volant. L'image est datée du 5 février, soit 1 mois avant la mort de Moritz. L'hypothèse du crime passionnel prend alors toute son ampleur. Un triangle explosif, l'artificier amoureux, la jeune femme séduisante, l'ex-mari jaloux. Mais qui a tué qui? L'autopsie de Moritz révèle des brûlures au 3e degré, mais aussi un hématome sur le crâne, preuve qu'il a été frappé avant l'explosion. De plus, la position du corps indique qu'il n'a pas déclenché le détonateur lui-même. Quelqu'un d'autre était là. Une reconstitution est organisée. Les experts concluent que la bombe a été activée à distance, probablement par téléphone. Dans les relevés d'appel, une communication de 3 secondes apparaît à 2h16, juste avant la déflagration, depuis un numéro prépayé. Or, ce même numéro a contacté Mark Baker le soir précédent. Confronté à ces preuves, Baker s'emporte. « Vous croyez que j'aurais fait sauter un homme? J'étais en colère. Oui, mais pas un meurtrier. » Il accuse alors Élodie. Selon lui, c'est elle qui aurait manipulé Moritz, qui lui aurait menti, qui aurait tout orchestré pour se débarrasser des deux à la fois. Les enquêteurs, prudents, vérifient sa version. Chez Élodie, ils découvrent un téléphone secondaire, dissimulé dans une boîte à chaussures. Le numéro correspond exactement à celui du mystérieux appel. Lorsqu'on la convoque à nouveau, la jeune femme paraît nerveuse, les yeux rougis. « Je n'ai rien fait », répète-t-elle. « Il m'harcelait, il me suivait partout. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. » Mais un détail trouble la capitaine de police. Sur le téléphone, le message effacé juste avant l'explosion porte une mention retrouvée dans les sauvegardes du cloud. « C'est ce soir qu'on se libère.
Que voulait-elle dire par là? L'affaire prend alors une dimension médiatique. Les journaux titrent « L'artificier amoureux meurt dans une explosion mystérieuse. Chronique d'une passion fatale en Alsace. La pom-pom girl au cœur du drame. » Les caméras s'installent devant la gendarmerie, les voisins témoignent devant les journalistes, et les réseaux sociaux s'enflamment. Certains voient en Moritz un homme fragile, victime de la manipulation d'une femme. D'autres le considèrent comme un dangereux obsédé prêt à tout. Pendant ce temps, dans un bureau discret du commissariat de Strasbourg, le commandant Béran observe les photos du dossier. Le hangar calciné, le visage fermé d'Élodie, les yeux froids de Mark Becker. Il sent qu'une pièce du puzzle lui échappe. Car si Élodie a déclenché la bombe, pourquoi Moritz aurait-il été là, au milieu de la nuit, sans résistance? Et surtout, pourquoi avait-il dans sa poche une clé USB contenant un dossier nommé Project Aurora? Quand le technicien ouvre le fichier, il découvre des plans d'un feu d'artifice, mais pas un feu ordinaire. Un dispositif géant, prévu pour le 14 juillet suivant, à Strasbourg. Un show synchronisé à la seconde près, avec une section entière consacrée à des effets pyrotechniques spéciaux non homologués. Était-ce là le vrai secret de Jean Moritz? Un projet interdit, dangereux, que quelqu'un voulait récupérer? Le commandant fixe la clé USB, pensif. Et dans un souffle, il murmure. Et si ce n'était pas une histoire d'amour, mais d'argent? Le lendemain matin, la presse régionale se régale déjà du scandale. Un artificier mort dans une explosion suspecte, jalousie, mensonge et vengeance en toile de fond, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Dans les cafés de Brumat, on ne parle que de ça. Tout le monde connaissait un peu Jean Moritz, l'homme discret qui préparait les feux du 14 juillet, celui qu'on croisait parfois au marché, la casquette enfoncée sur la tête, l'air perdu. Mais personne ne savait vraiment qui il était, ni ce qu'il cachait derrière son regard toujours un peu absent. Au commissariat de Strasbourg, le commandant Béran s'installe devant le tableau d'enquête. 3 photos y sont alignées. Jean Moritz, mort dans son hangar, Élodie Becker, pom-pom girl, jeune, belle, nerveuse, Mark Becker, l'ex-mari, ancien gendarme, colérique. En dessous, les fils rouges s'entrecroisent. Les messages, les relevés téléphoniques, la clé USB, le hangar loué sous un faux nom. Béran sait que quelque chose cloche. Trop d'éléments incohérents. Trop de coïncidences. Il appelle le technicien de la PG. « Tu m'as parlé d'un fichier effacé sur la clé ?»« Oui, » répond le jeune expert, un certain Aurora Final.zip. Il a été supprimé 2 jours avant la mort de Moritz. On a réussi à le récupérer partiellement. Et alors ? Il contient des schémas électriques, des plans de circuit, mais aussi une liste de matériaux interdits. Rien à voir avec un feu d'artifice classique. Béran se penche sur l'écran. Nitrate d'ammonium, aluminium pulvérisé, acide chlorhydrique. Ce n'est pas du matériel de spectacle. C'est de la poudre à canon améliorée. Qu'est-ce qu'il foutait avec ça ? Murmure-t-il. Le technicien hésite avant de répondre. Je crois qu'il essayait de fabriquer quelque chose. De plus fort. Un dispositif expérimental. Le mot « bombe » flotte dans l'air sans être prononcé. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Élodie s'enferme chez elle. Elle ne veut plus répondre aux journalistes ni à ses amis. Elle regarde en boucle un vieux DVD d'un match de cheerleading où elle sourit encore, légère, insouciante. Parfois, elle s'arrête sur un plan où Jean apparaît au bord du terrain, tenant son appareil photo. Elle se souvient de cette soirée d'été où tout avait commencé. Il l'avait invitée à boire un verre pour fêter le feu d'artifice réussi. Elle avait accepté sans penser à mal. Il lui avait parlé de la beauté du ciel, des étincelles qui s'éteignent, mais laissent une trace dans la nuit. À l'époque, elle avait trouvé ça poétique. Aujourd'hui, elle se demande si ce n'était pas un avertissement. Elle sursaute lorsque la sonnerie de son téléphone retentit. Numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. « Élodie Becker, ici le commandant Béran. Il faut qu'on se voie. »« J'ai déjà tout dit, monsieur. »« Pas tout, » répond calmement la voix. « Pas sur Aurora. » Silence. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si, vous savez, venez au commissariat. Ce sera mieux que d'en parler au tribunal. » 2 heures plus tard, Élodie s'assoit dans la salle d'interrogatoire, les yeux gonflés. Béran pose devant elle la clé USB. « Jean vous a parlé de ce projet ?»« Il m'en a parlé, oui. Il disait que c'était son chef-d'œuvre,
qu'il allait enfin être reconnu. Je pensais que c'était un feu d'artifice, rien d'autre. Vous saviez qu'il utilisait des produits interdits? Non, je vous jure que non. Et le message effacé? C'est ce soir qu'on se libère. Libéré de quoi? Élodie baisse la tête. De lui, répond-elle dans un souffle. De Marc, de leur dispute, de leur jalousie. Je voulais juste que tout s'arrête. Et c'est pour ça que vous aviez un téléphone secret? Elle pâlit. Marc m'a forcé à le prendre. Il disait que c'était pour parler sans que la police s'en mêle. Donc, Marc savait que Jean préparait quelque chose? Oui, et il voulait le piéger. Il disait « On va lui faire peur, il comprendra ». Le commandant sent qu'il touche au cœur du mystère. Mark Baker aurait donc organisé un piège, mais le piège aurait mal tourné. Il fait venir Baker dans la salle d'à côté. L'homme arrive, menotté, le regard dur. « Vous saviez que Moritz préparait une explosion ?» « Non. Je savais juste qu'il lui tournait autour comme un malade. Je voulais qu'il arrête. C'est tout. Et pourtant, votre ADN est sur le détonateur. » Baker se fige. « Ce n'est pas possible. » « Si. Vous avez tenu cet engin. » Il ferme les yeux, soupire. « D'accord, j'ai touché son matériel. Je l'ai trouvé au hangar, il travaillait. Je lui ai dit de laisser Élodie tranquille. Il m'a ri au nez. Alors je l'ai frappé, mais je ne l'ai pas tué. Je suis parti avant que ça pète. »« Vous mentez, Baker. »« Non !» hurle-t-il en se levant. « C'est elle. C'est Élodie. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'il disparaisse. » Le commandant le fait raccompagner par 2 agents. Quand la porte se referme, Béran reste pensif. Les 2 versions se contredisent, mais se complètent presque trop bien. Il manque un 3e acteur, une main invisible. Quelques heures plus tard, un détail vient tout bouleverser. Le technicien découvre que la minuterie de la bombe avait été programmée pour exploser à 2h30, mais qu'elle a sauté à 2h17. Quelqu'un a déclenché l'explosion à distance, avant l'heure prévue. Et la seule personne à avoir contacté Moritz à 2h16 via SMS est un numéro appartenant à une société de pyrotechnie concurrente, Luxart Feu. Béran décroche immédiatement son téléphone. « Trouvez-moi le patron de Luxart, maintenant. » Le lendemain, dans un bureau lumineux de Strasbourg, un homme élégant aux cheveux gris l'accueille avec un sourire crispé. Lucien Dreyer, 58 ans, directeur de Luxart Feu. Ancien mentor de Moritz, il l'avait formé avant leur rupture professionnelle en 2008. « Vous le soupçonnez de quoi encore ?» demande-t-il, agacé. « D'être mort dans une explosion suspecte, et vous, monsieur Dreyer, d'avoir eu de bonnes raisons de le voir disparaître. » Dreyer rit nerveusement. Jean était un rêveur. Il voulait toujours en faire trop, mais de là à tuer, soyons sérieux. Votre société a envoyé un message à 2h16 depuis une carte SIM enregistrée sous votre nom. 3 secondes avant l'explosion. Le visage de Dreyer se ferme. Je ne vois pas. Peut-être un technicien? Peut-être. Ou peut-être pas. Le commandant sort une photo, celle du hangar. Vous saviez qu'il stockait du matériel là-bas? Non. Et pourtant, c'est un de vos entrepôts. Le silence retombe. Dreyer se passe une main sur le front. Écoutez, oui, le hangar m'appartient. Il me l'avait demandé pour faire des essais. J'ai accepté, mais je ne savais pas qu'il allait si loin. Et le SMS? Je voulais lui dire d'arrêter. Que c'était dangereux. Avec un détonateur à distance? Le vieil homme tremble. Ce n'est pas moi. Quelqu'un a dû pirater le signal. Mais à ce stade, Béran ne croit plus aux coïncidences. Il rentre au commissariat tard dans la nuit et relit le dossier depuis le début. 3 personnes avaient un motif. 3 personnes ont menti. 3 vies se sont entremêlées autour d'un même point d'explosion. Il ferme les yeux, épuisé. Dans le silence du bureau, un mot résonne dans sa tête. Aurora. Et soudain, une idée surgit. Et si Aurora n'était pas seulement le nom d'un projet, mais celui d'une personne? Le lendemain matin, la lumière grise de Strasbourg filtre à travers les stores du commissariat. Le commandant Béran fixe le mot griffonné sur son carnet. Aurora. Toute la nuit, il a cherché ce nom dans les bases de données. Aucun projet déclaré, aucune société, rien de technique. Mais une correspondance étrange apparaît enfin. Aurora Baker, née en 2006, fille d'Élodie et de Marc. 15 ans. Un visage d'enfant sur une photo scolaire, des yeux clairs, un sourire timide.
Le cœur de Béran se serre. Il appelle immédiatement l'inspectrice Roux, sa partenaire. « Tu savais qu'ils avaient une fille ?» Non, le nom n'est jamais apparu dans les interrogatoires. Elle s'appelle Aurora. C'est elle, le secret de Jean Moritz. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai l'intuition que cette explosion n'a rien à voir avec la pyrotechnie. C'est une histoire de famille. Quelques heures plus tard, ils se rendent chez Élodie. La maison est silencieuse, presque trop. Aurora est là, sur le canapé, les yeux rivés sur un ordinateur portable. Elle ne lève même pas la tête quand les policiers entrent. « Bonjour Aurora », dit doucement Béran. « Je suis le commandant Béran. J'ai besoin de te parler de Jean. » Elle hausse les épaules. « Il est mort, non ? Alors pourquoi vous venez encore ? Parce que ta mère et ton père ne nous disent pas tout. Et je crois que toi, tu sais. » Elle ferme l'ordinateur lentement, le regard soudain glacé. « Vous pensez qu'il l'a mérité ? » demande-t-elle. Le silence tombe comme une pierre. « Qui ? Jean. Vous pensez qu'il a eu ce qu'il méritait ? » Je ne sais pas encore. Elle soupire, détourne les yeux. Il disait que j'étais comme une étoile. C'est pour ça qu'il m'appelait Aurora. Je croyais que c'était mignon au début. Mais après, il voulait que je vienne au hangar. Il disait qu'il me montrerait le ciel de l'intérieur. J'y suis allé une fois. Il avait des tubes, des câbles, des poudres. Il a dit que c'était notre secret. Béran sent la colère lui monter. « Il t'a fait du mal ?» Aurora hoche la tête. Élodie, dans la pièce à côté, éclate en sanglots. « Je ne savais pas, » murmure-t-elle. « Je jure que je ne savais pas. »« Vous saviez, madame, » dit Béran d'une voix dure. « Vous saviez qu'il tournait autour de votre fille. Vous saviez qu'il l'appelait « mon étoile ». Et vous avez continué à le voir. Je pensais qu'il était inoffensif. Qu'il cherchait juste de l'affection. « De l'affection ?» répète l'inspectrice Roux, incrédule. Cet homme construisait des explosifs. Élodie s'effondre sur une chaise. Aurora, elle, reste droite, silencieuse. « C'est pour ça que papa a voulu le voir, » dit-elle. « Il voulait le menacer, lui faire peur. Et toi, tu étais au hangar cette nuit-là » Elle hésite, puis murmure. « Oui ?» Les mots sortent à peine, mais ils suffisent à faire trembler la pièce. J'étais caché dans la voiture de papa. Il pensait que je dormais, mais j'ai tout vu. Qu'est-ce que tu as vu, Aurora ? Papa a crié. Il lui a dit d'arrêter de m'approcher. Jean riait. Il disait que j'étais déjà à lui. Papa l'a frappé. Et puis, il y a eu ce bruit, un bip. Jean a appuyé sur un bouton. Papa a paniqué. Il a pris son téléphone, il a tapé quelque chose, et tout a explosé. Elle se met à trembler. J'ai juste eu le temps de sortir. Tu dis qu'il a tapé quelque chose sur son téléphone ? Tu t'en souviens ? Oui, c'était un message. Il a envoyé un SMS à quelqu'un qui s'appelait D. Roux note immédiatement. D, comme Dreyer. Béran comprend enfin. Dreyer n'a pas déclenché l'explosion. C'est Mark Baker qui a utilisé son signal à distance. Le SMS qu'ils avaient retrouvé venait du portable de Dreyer, cloné. Un sabotage. Mais une question demeure. Pourquoi Dreyer avait-il laissé à Moritz l'accès à ce hangar ? Et surtout, pourquoi y avait-il des produits aussi dangereux ? En fin d'après-midi, un nouveau rapport technique tombe. Sur les fragments du dispositif, les experts découvrent un composant d'origine militaire. Numéro de série limé, mais traçable. Béran l'envoie au labo central. 3 heures plus tard, la réponse tombe. Il vient d'un lot acheté par Luxart Feu, société de Dreyer. Le commandant retourne voir l'homme. Cette fois, il ne sourit plus. « Vous aviez prêté du matériel militaire à Moritz. Vous savez ce que ça signifie ? Il me l'a volé. Il travaillait encore pour moi à l'époque. Il connaissait mes entrepôts. Vous mentez. Le lot a été signé de votre main. » Dreyer serre les dents. « D'accord. Oui, j'ai signé. Mais je ne savais pas qu'il l'utiliserait ainsi. Pourquoi lui avoir donné ça ? Parce qu'il m'a fait chanter, murmure-t-il. Il disait qu'il avait des vidéos, des images de nos essais illégaux. Il menaçait de tout révéler. Béran croise les bras. Et c'est là que vous avez décidé de le faire taire. Non, je voulais juste récupérer mon matériel. Alors pourquoi ce SMS à 2h16 ? Dreyer se tait. C'est un code. Pour le prévenir. Pour lui dire « stop ». Et c'est à ce moment-là qu'il a explosé. Vous comprenez la coïncidence ? Le vieux patron baisse la tête. Ce n'était pas censé se passer comme ça.
Non, répond froidement Béran. Ce n'était jamais censé se passer ainsi. De retour au commissariat, le puzzle prend forme. Jean-Moritz était un manipulateur, Dreyer un complice involontaire, Élodie une victime aveugle, Marc un père désespéré, et Aurora, l'étincelle qui a tout déclenché. Mais un dernier élément trouble l'enquête. Dans les débris du hangar, les experts trouvent un petit disque dur portable, partiellement fondu. À l'intérieur, des vidéos. La première montre des essais pyrotechniques. La seconde, une chambre mal éclairée. Une silhouette masculine parle à une caméra. Si quelque chose m'arrive, cherchez la vérité chez ceux qui se disent innocents. La voix est celle de Jean-Moritz. Béran frissonne. Et s'il n'était pas le monstre que tout le monde décrit, s'il avait lui aussi eu peur, il regarde l'écran une dernière fois, puis ordonne. Restaurez le reste des fichiers. Tout. Je veux savoir ce que Moritz savait. Sur la bande sonore, on distingue un souffle, puis une phrase presque effacée. Aurora, c'est elle qui doit briller. La pièce plonge dans un silence glacial. Le 17 octobre 2014, à 9h du matin, la gendarmerie de Chambéry reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme, tremblante, déformée par la peur. Regardez dans le coffre de la Laguna Bleue, sur le parking de la zone artisanale. Chidiop. Quelques minutes plus tard, une patrouille se rend sur place. La voiture, effectivement, est là. Fermée à clé, poussiéreuse, abandonnée depuis au moins plusieurs jours. L'immatriculation correspond à celle de François Darcy. Les gendarmes brisent en la vitre arrière. À l'intérieur, l'odeur de décomposition est insoutenable. Le corps d'une femme est recroquevillé dans une couverture. Ses cheveux blonds, emmêlés, collent à son visage tuméfié. Un badge professionnel pend encore à son cou. Sophie Lambert, cabinet d'architecture LNT. L'identification ne fait aucun doute. La compagne de François Darcy a été retrouvée morte. Les premiers soupçons. L'équipe scientifique constate très vite que le corps a été déplacé. Pas de sang sur les sièges, pas de traces de lutte dans la voiture. Mais sur les ongles de la victime, des fragments de peau masculine. Et sur la couverture, des fibres identiques à celles du canapé retrouvées dans l'appartement du couple. Tout converge vers François. Sauf que lui, depuis la veille, reste introuvable. Les enquêteurs se rendent à son domicile. L'appartement est en désordre, les volets fermés, l'ordinateur portable manquant. Sur la table du salon, un verre à moitié plein et à côté, une lettre pliée. Écrite à la main. « Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai perdu le contrôle. Je suis désolé. Dites à ma mère que je l'aime. » Le mot se termine par une tache d'eau, une larme ou une goutte de vin. Le passé refait surface. En fouillant le passé du couple, les enquêteurs découvrent une relation complexe, faite de passion et d'instabilité. Des disputes fréquentes, des séparations temporaires, des réconciliations orageuses. Sophie avait confié à une collègue quelques semaines avant sa mort. François devient imprévisible. Il est doux un jour, violent le lendemain. Parfois j'ai peur qu'il fasse une bêtise. Mais la même collègue ajoute aussitôt. Elle disait aussi qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. C'était maladif. Des amis du couple confirment ce paradoxe. Leur relation, d'apparence fusionnelle, était en réalité un champ de bataille émotionnel. L'amour y côtoyait la peur, la dépendance, la culpabilité. Et dans cette tension, François Darcy apparaissait comme un homme fragile, presque brisé intérieurement. Une disparition énigmatique. Le 18 octobre, soit le lendemain de la découverte du corps, un témoin affirme avoir vu François près du lac d'Aigueblette, à une trentaine de kilomètres. Il aurait acheté une bouteille d'eau et une boîte d'allumettes dans une station-service. Depuis, plus rien. Les recherches s'intensifient. Plongé dans le lac, battu dans les forêts, survol par hélicoptère. Rien. Un mois passe, puis 2, jusqu'à ce qu'une trace réapparaisse. Une transaction bancaire à Turin, en Italie, pour un ticket de train à destination de Gênes. Nom sur le billet, François Darcy, avec une apostrophe. Fausse piste, tentative de fuite ou simple coïncidence. La police italienne est alertée, mais aucune suite n'est donnée. L'homme reste introuvable. L'opinion publique s'enflamme. L'affaire devient médiatique. Les journaux titrent « Le crime passionnel du graphiste de Chambéry ». Les talk-shows s'en emparent. Certains y voient le drame d'un homme poussé à bout par une relation toxique. D'autres dénoncent un féminicide de plus, froidement maquillé en drame sentimental. Les parents de Sophie Lambert, dignes mais brisés, réclament justice. « Notre fille a été trahie par celui qu'elle aimait. Nous voulons qu'il réponde de ses actes. » La mère de François, en revanche, ne croit pas à sa culpabilité. François n'a pas pu faire ça. Il l'aimait, c'est quelqu'un d'autre qui a profité de leur dispute.
Non, deux visions irréconciliables, deux douleurs opposées. Et au milieu, un silence. Celui d'un homme disparu, ni mort ni vivant, ni innocent, ni coupable. Une piste inattendue. En janvier 2015, la gendarmerie reçoit une enveloppe postée de Barcelone. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB, un seul fichier, une vidéo. Elle dure exactement 4 minutes et 28 secondes. On y voit François Darcy, visiblement amaigri, dans une chambre d'hôtel. Il parle à la caméra d'une voix basse, hachée. « Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle est tombée, j'ai paniqué. J'ai voulu l'aider, mais c'était trop tard. J'ai eu peur. » Puis il détourne le regard. « Je sais que tout le monde me croit monstre, mais ce n'était pas comme ça. Si je me rends, ils ne m'écouteront pas. » Ici, la vidéo se termine brusquement. Pour les enquêteurs, cette confession relance tout. François reconnaît sa responsabilité sans pour autant admettre un meurtre volontaire. Mais aucun élément ne permet de dater précisément la vidéo, ni de confirmer où elle a été filmée. Une vérité en demi-teinte. Au fil des semaines, les experts tentent de reconstituer les dernières heures de Sophie. Selon le médecin légiste, elle serait morte des suites d'un traumatisme crânien, compatible avec une chute violente contre un meuble. Pas de traces d'étranglement, ni de coups portés à l'arme. Le scénario possible, une dispute, une bousculade, un accident et la panique. Mais pourquoi alors cacher le corps? Pourquoi fuir? Le procureur résume l'affaire en une phrase. Entre l'accident et le meurtre, il n'y a parfois qu'une seconde d'ombre. Une fin ouverte. Au printemps 2015, les recherches sont suspendues. L'affaire, faute d'éléments nouveaux, est classée comme non élucidée, suspect, en fuite. Et pourtant, certaines nuits, dans les commissariats de la région, des gendarmes jurent avoir reçu des lettres étranges, sans signature, toujours écrites à la main, sur du papier à carreaux. De la même écriture que la note trouvée dans l'appartement. Des lettres qui commençaient toujours par la même phrase. « Je n'ai pas voulu que ça arrive ». Février 2015. Le froid s'accroche encore au toit de la Savoie. L'affaire Sophie Lambert semble s'être figée dans la glace. Pas de nouvelles, pas d'arrestation, juste un vide que les médias remplissent à coups de rumeurs et de spéculations. Mais un matin, dans le bureau de la capitaine Lemoine, une enveloppe brune attire l'attention. Aucune adresse, aucun timbre, simplement un cachet sec marqué « Envoyé de Milan ». À l'intérieur, une photo imprimée. Un homme barbu, assis à la terrasse d'un café, lisant un journal italien. Et sous la photo, une phrase griffonnée. « Lui, il n'est pas mort. Le visage, même caché par des lunettes, ne trompe pas. C'est François Darcy. » Une traque qui recommence. La gendarmerie française alerte immédiatement Interpol. La photo analysée révèle un détail décisif. Le journal que tient François date du 12 février 2015. La scène est donc récente. La police italienne lance une surveillance discrète autour des gares et hôtels de Milan. Mais François semble avoir disparu avant même qu'il ne puisse intervenir. Pourtant, un autre indice arrive quelques jours plus tard. Une transaction bancaire de 43 € effectuée avec sa carte dans un cybercafé de Gênes. Sur le registre du commerce, le gérant décrit l'homme. Silencieux, nerveux. Il a imprimé des documents et demandé une enveloppe. Il parlait mal italien, avec un accent français. Les documents, un formulaire d'inscription à une université espagnole, section art numérique, nom utilisé, Jean d'Hervé. Le doute dans l'enquête. À ce stade, le procureur estime que Darcy fuit, non pas la justice, mais quelque chose d'autre. Pourquoi ce besoin de changer d'identité? Et surtout, pourquoi la vidéo envoyée depuis Barcelone? L'équipe de la capitaine Lemoine découvre un détail troublant dans les métadonnées de la vidéo. Un fragment d'audio superposé, presque inaudible. Après traitement, un nom ressort distinctement, Valmont. Un nom sans contexte, mais un nom qui allait bientôt tout changer. Le fantôme de Valmont. Valmont n'est pas inconnu des fichiers de police. De son vrai nom Gérald Valmont, ancien photographe publicitaire, il a travaillé plusieurs années avec Sophie Lambert. D'après les anciens collègues du cabinet LNT, Valmont était charismatique, mais instable. Renvoyé pour harcèlement moral en 2012. Un détail que personne n'avait encore relié à l'affaire. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'en 2013, Valmont a brièvement collaboré avec François Darcy sur une campagne de communication locale. Les deux hommes se connaissaient, et selon certains témoins, ils se seraient violemment disputés à propos de Sophie. Une jalousie ancienne. En fouillant dans les archives de messagerie de Sophie Lambert, les enquêteurs découvrent plusieurs emails signés GV, au ton ambigu. « Tu ne sais pas ce que cet homme cache, Sophie. Il n'est pas celui que tu crois. Un jour, il te fera du mal, et moi, je ne serai plus là pour te protéger. »
Ces messages, jamais signalés, révèlent une obsession malsaine. Les enquêteurs comprennent alors que Valmont n'a jamais accepté d'être écarté de la vie de Sophie. Et que peut-être, le soir du drame, il n'était pas si loin. Le soir du 12 octobre, un scénario revisité. Les données de géolocalisation du téléphone de François indiquaient qu'il se trouvait à son domicile à 21h30. Mais à 21h42, une autre connexion apparaît sur la box Wi-Fi du voisin, avec le même identifiant que celui de Valmont, utilisé auparavant dans des cafés publics. Les enquêteurs en tirent une hypothèse. Valmont aurait pu se rendre chez François cette nuit-là, peut-être sous un prétexte quelconque, et la situation aurait dégénéré. Mais pourquoi François aurait-il fui au lieu d'appeler à l'aide? Parce qu'il aurait eu peur d'être accusé. Parce qu'il savait que Valmont avait tout mis en scène pour le désigner comme coupable. Le piège, un nouvel élément vient renforcer cette théorie. Dans le coffre de la Laguna où reposait le corps de Sophie, les experts découvrent, sous la moquette du plancher, un briquet en métal gravé GV. Ce détail avait échappé à la première expertise, car le briquet était coincé entre deux joints plastiques. Pour la capitaine Lemoine, le doute n'est plus permis. Quelqu'un a manipulé la scène du crime après la mort de Sophie. Quelqu'un qui voulait que tout accuse François. Et ce quelqu'un, tout indique que c'était Gérald Valmont. Les ombres du passé. Quand les enquêteurs retrouvent enfin la trace de Valmont, il vit reclus dans un petit village près de Nice, sous une fausse identité. Ils le convoquent pour audition. Il nie tout en bloc. Sophie? Oui, je l'ai connue, mais je ne l'ai pas revue depuis des années. Ce que vous insinuez est ridicule. Pourtant, sur son ordinateur saisi par les gendarmes, un dossier attire l'attention. Darcy Project. À l'intérieur, des dizaines de photos volées, prises entre 2012 et 2014. François et Sophie, dans la rue, à la terrasse d'un café, parfois même chez eux, à travers une fenêtre. Valmont les observait depuis longtemps. Et parmi ces clichés, une photo terrifiante. Sophie, le visage en sang, sur un sol carrelé. La date du fichier, 12 octobre 2014. Mais le détail glaçant, le reflet du photographe dans la vitre du salon. Ce n'est pas François. Le retournement, quand la photo est montrée à la mère de François, elle s'effondre en larmes. Et je savais qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais la justice prudente ne veut pas se précipiter. L'image seule ne suffit pas. Valmont affirme que la photo est un montage, une manipulation numérique destinée à le piéger. Alors, la capitaine Lemoine ordonne une expertise complète des métadonnées. Le verdict tombe. L'image n'a pas été retouchée. Le soir même, un mandat d'arrêt est émis contre Gérald Valmont pour homicide volontaire et falsification de preuves. Mais quand la police arrive à son domicile, il a déjà disparu. Une traque dans la traque. Dès lors, 2 hommes sont recherchés. François Darcy, disparu depuis 4 mois, peut-être encore vivant. Gérald Valmont, en fuite, dangereux, manipulateur. L'enquête devient un labyrinthe où les rôles s'inversent sans cesse. L'assassin devient victime, la victime devient suspecte. Et au milieu, une vérité encore enfouie. Celle d'une femme qui peut-être savait plus de choses qu'elle n'en disait. Car dans le téléphone portable de Sophie, les enquêteurs découvrent un message non envoyé, daté du 12 octobre à 21h10. « Il est de là, je vais lui parler, mais si quelque chose m'arrive, dis à François que je l'aime. » La pluie tombait fine sur la ville de Dijon, une bruine glaciale qui collait aux vitres comme une poussière de cendre. Dans les locaux de la brigade criminelle, le silence était dense. On aurait pu entendre le tic-tac des horloges dans chaque pièce, tant l'atmosphère semblait suspendue. Le capitaine Morel observait la photo de Jean Moritz accrochée au mur, juste au-dessus du tableau où s'entremêlaient fils rouge, notes et photos de la victime, Élodie Vasseur. Tout ce puzzle sordide paraissait enfin commencer à prendre forme, mais il manquait encore une pièce, la pièce centrale, celle qui expliquait pourquoi un artificier discret s'était retrouvé mêlé à la mort d'une pom-pom girl et à la jalousie d'un ex-mari. Car désormais, rien n'était sûr, ni la culpabilité de Jean, ni son innocence. Et la vérité, comme une mèche lente, approchait dangereusement de la déflagration. Le retour de Claire. Ce matin-là, Claire, la sœur d'Élodie, se présenta de nouveau au commissariat. Le visage fermé, les yeux cernés, elle tenait dans ses mains une petite boîte métallique, cabossée, couverte de poussière. « J'ai trouvé ça dans le grenier de papa », dit-elle d'une voix blanche. À l'intérieur, des pellicules photos soigneusement enroulées. Des clichés qu'Élodie aurait pris quelques jours avant sa mort, selon l'étiquette collée à la main. Le capitaine fit venir un technicien pour les développer immédiatement. 3 heures plus tard, les images révélées sur papier glacé firent frémir toute l'équipe. On y voyait Jean Moritz, en train de manipuler un petit détonateur artisanal. À côté de lui, un homme plus âgé, chauve, regard méfiant,
semblait surveiller la scène. Et dans un coin de la photo, reconnaissable malgré la pénombre, Marc Delon, l'ex-mari d'Élodie. L'homme dans la photo, cette révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Si Marc se trouvait là, cela voulait dire qu'il connaissait Jean, et que leur rencontre n'avait rien de fortuit. Morel fit aussitôt perquisitionner le garage de Marc. Dans une armoire métallique, soigneusement fermée à clé, les enquêteurs découvrirent des plans dessinés à la main, représentant un dispositif pyrotechnique complexe. Le même type de mécanisme que celui retrouvé sur la scène de crime, celui qui avait causé la mort d'Élodie. Mais sur un coin du plan, griffonné en petits caractères, un mot glaçant. Test JM. Jim John Moritz. La théorie du piège. Pour la première fois, l'enquête prit une tournure radicalement différente. Et si Jean n'avait pas été le bourreau, mais le pion d'un stratagème bien plus tordu, le capitaine Morel convoqua alors Paul Vasseur, le père d'Élodie, un homme brisé mais lucide. En voyant les photos, il pâlit. Ce n'est pas un hasard. Marc haïssait Jean. Il disait souvent qu'Élodie n'avait jamais cessé de parler de lui. De lui? Vous voulez dire Jean? Oui, elle l'admirait. Elle disait que c'était le seul homme qui la regardait sans vouloir la posséder. Cette phrase resta suspendue dans la pièce. Dans le silence qui suivit, Morel comprit enfin. La jalousie de Marc n'était pas un détail, c'était le moteur du drame. L'arme invisible, la rumeur. En retraçant les semaines précédant la mort d'Élodie, les enquêteurs réalisèrent que Marc avait méthodiquement isolé sa femme. Des messages anonymes, envoyés depuis des adresses jetables, faisaient croire qu'Élodie trompait son mari avec Jean. Dans le petit milieu sportif de Dijon, la rumeur avait circulé comme une traînée de poudre. Le 10 mai, 2 jours avant la mort d'Élodie, Jean avait reçu un message anonyme lui donnant rendez-vous pour une dernière mise au point dans l'ancien hangar de la fête foraine. Le lendemain, une explosion retentissait. Élodie y trouvait la mort. Le témoin inattendu. C'est alors qu'un témoin inattendu se manifesta. Un adolescent, Adrien, passionné de drones, expliqua qu'il avait filmé des images dans le secteur du hangar ce soir-là. Les policiers, sceptiques, analysèrent de la vidéo. À la minute 19, une silhouette masculine apparaît près du bâtiment, portant une casquette et un sac noir. Le zoom est flou, mais un détail attire immédiatement l'attention. Le bracelet en cuir tressé à son poignet, le même que celui retrouvé dans la voiture de Marc Delon lors de la perquisition. « C'est lui », murmura Morel, « c'est lui qui a enclenché la charge. Mais pourquoi avoir mêlé Jean à tout cela ?» Le plan de Marc. Les enquêteurs comprennent peu à peu le scénario. Marc aurait convaincu Jean de l'aider à préparer un petit feu d'artifice privé, sous prétexte d'une surprise pour l'équipe des cheerleaders. Jean, technicien consciencieux, aurait accepté d'apporter son matériel. Ce qu'il ignorait, c'est que Marc avait remplacé certains composants par des explosifs puissants. Le soir du drame, Jean arrive le premier, installe les charges. Marc, tapi dans l'ombre, déclenche la détonation à distance, s'assurant que tout accuse l'artificier. Mais le plan avait une faille, la présence imprévue d'Élodie, venue confronter son ex-mari. Elle ne devait pas être là. Les fissures du mensonge. Les jours suivants, la version de Marc s'effondre sous le poids des preuves. Son alibi, un dîner avec un collègue, se révèle inventé. Le collègue nie l'avoir vu ce soir-là. L'analyse de son téléphone prouve qu'il était bien sur le site du hangar à l'heure de l'explosion. Confronté, Marc reste d'abord calme, puis s'effondre. Je voulais qu'il paie. Ce type lui tournait autour. Elle ne voyait rien. Je voulais qu'elle comprenne, qu'elle m'appartenait encore. Sa voix tremble, le visage défait. Mais je n'ai jamais voulu qu'elle meure. C'est lui qui devait être là. Lui, pas elle. Jean réapparaît. Pendant ce temps, Jean, réfugié dans le sud sous une fausse identité, apprend par hasard à la télévision la tournure de l'affaire. On l'accuse encore officiellement d'homicide involontaire. Hanté par la mort d'Élodie et par la peur, il décide finalement de se rendre. Le 23 juin, il se présente au commissariat de Toulon. « Je ne suis pas un tueur, dit-il simplement, mais je veux que vous sachiez ce qu'il s'est passé. » Son récit confirme presque tout. Le rendez-vous, la demande de Marc, la préparation du dispositif. Mais Jean ajoute un détail nouveau. Le jour de l'explosion, il a aperçu quelqu'un d'autre près du hangar. Une femme, vêtue d'un manteau rouge. « Élodie !» La confession est le vide. Marc est inculpé pour meurtre avec préméditation. Pourtant, la vérité ne rétablit pas la paix. Jean, acquitté quelques mois plus tard, vit reclus, incapable de reprendre son travail. Dans une lettre adressée au capitaine Morel, il écrit « J'ai fabriqué la mèche mais pas la flamme. Pourtant c'est moi que la fumée poursuit. » Le procès bouleversa la France entière, rappelant combien la jalousie peut transformer un homme ordinaire en monstre et un innocent en paria. Mais au fond du dossier, un détail persiste.
sur la dernière pellicule retrouvée dans la boîte d'Élodie, une photo non développée. Une silhouette masculine qui n'est ni Marc ni Jean. L'image, floue, semble montrer quelqu'un d'autre observant la scène à distance. Quelqu'un qui n'a jamais été identifié. Le ciel de juillet pesait sur Dijon comme une chape de plomb. L'affaire semblait terminée. Marc Delon, en détention provisoire, attendait son procès. Jean Moritz, lavé de tout soupçon, essayait de reconstruire sa vie dans un petit village de l'Ardèche, loin des caméras et des murmures. Mais pour le capitaine Morel, quelque chose n'allait pas. Il n'arrivait pas à oublier cette photo floue retrouvée sur la dernière pellicule d'Élodie, un homme en retrait observant la scène du hangar. Ni Marc, ni Jean. Un troisième regard. C'était comme une tache de lumière au milieu de l'ombre, un fragment de vérité qui refusait de disparaître. Le détail oublié. Morel demanda à l'équipe technique de reprendre la photo sous tous les angles. Cette fois, ils utilisèrent un procédé d'amplification numérique de dernière génération. Après plusieurs heures d'analyse, un visage se dessina, à moitié masqué par une écharpe. Le logiciel reconstitua lentement les traits. Front dégagé, barbe courte, lunettes fines. « Nom de Dieu », murmura Morel. « Je le connais. » C'était Arnaud Leclerc, ancien artificier lui aussi, un collègue de Jean à l'époque où ils travaillaient tous deux pour la société Pyrofest, viré 3 ans plus tôt pour vol de matériel explosif. Un nom qui, jusqu'ici, n'avait jamais été cité dans le dossier. L'ancien collègue, Leclerc, habitait à Beaune, dans une petite maison décrépite. Quand les enquêteurs se présentèrent chez lui, il ne résista pas. Il semblait attendre cette visite, assis dans le noir, une cigarette consumée entre les doigts. « Je savais que vous viendriez. Un jour ou l'autre, dit-il. » Dans le salon, des journaux étalés, tous parlant de l'affaire Moritz. Sur un mur, épinglé avec soin, des photos d'Élodie, prises à des événements sportifs, au défilé du carnaval, à la fête de la ville. Certaines semblaient prises à son insu. « Vous la connaissiez » demanda Morel. « Non » répondit-il d'une voix calme, « mais je connaissais ceux qui l'aimaient. » Une obsession en silence. Leclerc raconta qu'il avait été très proche de Jean, autrefois. Un ami, un frère même. Ensemble, ils fabriquaient des feux d'artifice pour les mariages, les concerts, les fêtes municipales. Mais selon lui, Jean avait changé après sa rencontre avec Élodie. Il parlait d'elle tout le temps. Il disait qu'elle illuminait tout. Moi, je passais pour l'ombre, le second rôle. « Et ça vous a rendu jaloux » lança Morel. Un sourire presque tendre traversa le visage de Leclerc. « Jaloux ? Non. Fasciné peut-être, parce qu'elle représentait tout ce que je n'aurais jamais. » Il écrasa sa cigarette dans une boîte de métal cabossée, la même marque que celle qu'on avait retrouvée près du hangar. Le fil caché. En analysant les relevés téléphoniques de Leclerc, les enquêteurs découvrirent plusieurs appels vers le portable de Marc Delon dans les semaines précédant le drame. Les deux hommes se connaissaient donc, contrairement à ce qu'ils avaient affirmé. Leclerc finit par admettre qu'il avait rencontré Marc par hasard lors d'un tournoi de pétanque et que celui-ci lui avait parlé de sa jalousie envers Jean. Peu à peu, les deux hommes avaient échafaudé un plan pour le coincer, pour lui donner une bonne leçon. Mais le plan a dérapé, avoua Leclerc. Marc voulait faire peur, moi je voulais voir. Voir quoi? Ce qu'un homme est prêt à faire quand on lui vole ce qu'il aime. Ces mots laissèrent un frisson dans la pièce. Le fil de la vengeance. Les policiers découvrirent que c'est Leclerc qui avait fourni le matériel explosif à Marc, les composants chimiques, les mèches, les minuteurs. Il lui avait promis que tout resterait sous contrôle. Mais le soir de la tragédie, il s'était caché près du hangar, observant à distance la scène. Il voulait voir Jean tomber. Il voulait voir la justice, la sienne, éclater dans la lumière. Quand la déflagration retentit, il prit une photo, presque par réflexe. C'était cette photo-là qu'Élodie avait surprise sur son appareil avant de mourir. C'était pour ça qu'elle avait voulu le confronter. Elle avait compris qu'il n'était pas qu'un spectateur. L'arme photographique. L'analyse de la pellicule d'Élodie révéla autre chose. Sur une photo précédente, on voyait Leclerc et Marc ensemble en train de discuter près du hangar. Élodie les avait vus et photographiés, probablement à leur insu. C'est cette image qui l'avait condamné. Quand Leclerc réalisa qu'elle l'avait reconnu, il avait tenté de récupérer l'appareil. Mais avant qu'il ne puisse agir, l'explosion avait tout balayé. Le visage de Morel se crispa. Il comprenait enfin. Marc avait déclenché la charge, mais Leclerc avait orchestré la scène. L'interrogatoire. « Pourquoi Leclerc ?» demanda Morel. « Pourquoi ne pas l'avoir empêché ?»« Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une explosion. Vous savez, capitaine, c'est comme un feu d'artifice. Ça efface tout, ça brûle les erreurs, ça transforme la douleur en lumière. » Sa voix était posée, presque poétique. « Je n'ai pas tué Élodie, c'est le hasard. Mais si c'était à refaire, je ne changerais rien.
parce que ce soir-là, tout ce qui était faux s'est consumé. Les aveux incomplets. Leclerc fut inculpé pour complicité d'homicide involontaire et falsification de preuves. Mais son procès révéla une autre dimension. Le goût du pouvoir, la manipulation invisible. Marc avait agi par passion. Leclerc, lui, par curiosité morbide. Il voulait voir ce que la jalousie pouvait créer quand on lui donnait les bons outils. Jean Moritz assista au procès, silencieux. Quand Leclerc croisa son regard, il eut un sourire presque fraternel. « Tu vois, Jean, même sans feu d'artifice, on a quand même fait éclater quelque chose. Le poids de la lumière. » Après le verdict, Jean quitta la salle sans un mot. Il se sentit vide. Innocent, oui, mais coupé à jamais de tout ce qu'il avait été. Il comprit qu'il avait servi de catalyseur dans une tragédie où les flammes de la jalousie et de la fascination s'étaient mélangées. Quelques mois plus tard, il reprit un travail modeste, dans une petite société d'illumination publique. Les soirs d'été, il allumait les guirlandes sur les places de village, seul, sous le ciel tranquille. Et chaque fois qu'une ampoule s'éteignait, il pensait à Élodie. L'ombre persistante. Mais un an plus tard, un courrier anonyme arriva sur le bureau du capitaine Morel. À l'intérieur, une photo. Le hangar, en ruine. Et sur le mur, tagué à la bombe. La flamme n'est pas éteinte. Sous la photo, une simple signature. À elle. Leclerc, pourtant, était mort en prison 2 semaines plus tôt. Alors, qui avait envoyé la lettre? Au petit matin du 17 novembre, la police procède à la perquisition du domicile de Jean Moritz, l'artificier. La maison, située à la lisière de la forêt de Saverne, ressemble à un atelier de pyromane. Murs tapissés d'étagères couvertes de fioles, poudre, tubes en plastique et résidus de mèche. Sur la table du garage, les techniciens découvrent une maquette de circuit électrique miniature, un dispositif de minuterie et surtout, des restes de câblage identiques à ceux retrouvés sur le lieu de l'explosion. Les enquêteurs comprennent qu'ils tiennent là une pièce maîtresse. Pourtant, rien n'est simple. Moritz nie toute implication. Il prétend avoir été victime d'une machination. Selon lui, il aurait vendu quelques produits à un ami, un certain Romain Lefebvre, qui les aurait utilisés à son insu. Cet homme, un ancien collègue d'une société d'animation, serait, d'après Moritz, envieux de son talent. Mais Lefebvre est introuvable, comme s'il s'était évaporé. À ce stade, les policiers doutent. Moritz ment-il pour sauver sa peau, ou dit-il la vérité sur un complice invisible? Dans la salle d'interrogatoire, sa voix tremble, puis se raffermit. Il martèle qu'il n'a rien fait, que son seul crime est d'aimer les explosions. Le commandant Lemoine, stoïque, le fixe longuement. « Vous savez, Jean, les innocents n'ont pas besoin de tant d'artifices pour briller. » Dans les jours qui suivent, les gendarmes retracent le passé du suspect. On découvre un homme fragile, obsédé par le contrôle, marqué par un divorce houleux avec Nadine 3 ans plus tôt. Plusieurs témoins affirment qu'il la surveillait encore, rôdant près de son travail, l'appelant anonymement la nuit. Une amie de la victime raconte « Nadine disait qu'il finirait par faire une bêtise. » Le dossier prend alors un tournant décisif. Le profil de Jean Moritz colle à celui du mari jaloux incapable d'accepter la rupture. Pourtant, une note discordante intrigue les enquêteurs. Le rapport d'autopsie mentionne un type d'explosif industriel peu courant, difficile à obtenir sans autorisation. Or, aucune commande officielle n'apparaît dans les registres de Moritz. D'où vient la matière première? L'hypothèse d'un complice refait surface. Pendant ce temps, dans le village, les rumeurs vont bon train. Certains voient en Moritz un monstre, d'autres un bouc émissaire. Une vieille voisine jure l'avoir vu la veille de l'explosion charger des sacs dans sa camionnette, tandis qu'un autre affirme l'avoir aperçu au bar du centre-ville à la même heure. Les contradictions brouillent en les pistes. La télévision régionale s'empare de l'affaire, présentant le drame comme l'histoire d'un artificier dont la passion a tourné à la folie. Le visage de Moritz, raide et livide, envahit les écrans. Dans le bureau du procureur, la tension monte. Faut-il inculper sur la base d'indices matériels mais fragiles? L'avocat de Moritz plaide l'innocence de son client, évoquant une manipulation, voire une vengeance amoureuse. Il affirme que quelqu'un aurait cherché à le piéger, à utiliser son savoir-faire pour maquiller un meurtre. Cette théorie séduit brièvement les enquêteurs, jusqu'à ce qu'un détail refasse surface. Dans la poche de la veste de Nadine, on retrouve un ticket de stationnement, daté du soir de sa mort, émis près d'un terrain isolé où Moritz avait l'habitude de tester ses feux d'artifice. La probabilité d'une coïncidence paraît faible. Un soir, alors que les gendarmes fouillant le grenier du suspect, ils mettent la main sur un carnet noir. Sur la couverture, un seul mot, « essai ». À l'intérieur,
des schémas minutieux, des notes codées et des croquis d'explosion annotés de phrases inquiétantes. Le feu purifie, elle ne comprendra qu'à la fin. Lumière pour effacer la honte. Ces mots sonnent comme des aveux. Mais là encore, Moritz se défend. Il s'agirait, selon lui, de simples brouillons artistiques. « Vous prenez mes rêves pour des menaces », lance-t-il. Le moine reste de marbre, mais dans son regard, un doute s'installe. Et si l'artificier n'était qu'un pion dans un plan plus vaste? Les résultats des analyses ADN tombent. Sur le détonateur, aucune trace de Moritz. À la place, un profil inconnu. Les cartes sont rebattues. Une nouvelle fois, le spectre du complice plane sur l'enquête. Qui est ce mystérieux Romain Lefebvre? Existe-t-il vraiment? Ou n'est-il qu'une invention du suspect pour brouiller les pistes? Les enquêteurs se préparent à exhumer un passé plus tordu qu'ils ne l'auraient cru. L'enquête entre dans sa dernière ligne droite. Après des semaines d'investigation, de fausses pistes et d'interrogatoires épuisants, l'équipe du commandant Lemoine sent que quelque chose leur échappe encore. Un détail, minuscule mais capital. Ce matin-là, dans le silence du laboratoire de Metz, une technicienne appelle le commissariat. Elle a trouvé une correspondance partielle entre le profil ADN inconnu du détonateur et celui d'un homme fiché pour vol de matériel pyrotechnique en 2017. Non, Romain Lefebvre. Un nom qui jusque-là n'était qu'un fantôme dans le discours de Jean Moritz. Le moine reste pétrifié quelques secondes. Lefebvre existe donc bel et bien. Les recherches s'intensifient. On retrouve sa trace dans un camping abandonné, à 20 km de Saverne. À l'intérieur de sa caravane, un spectacle glaçant, des restes de poudre, des plans de circuits électroniques et un tableau de liège couvert de coupures de presse sur Moritz et Nadine. Il y a aussi des photos d'elle, prises à son insu. La pom-pom girl sourit sur certaines, détourne le regard sur d'autres, visiblement mal à l'aise. Le moine comprend alors que Lefebvre, l'ancien collègue admiratif, s'était mué en obsédé. Mais quelle était sa relation avec Moritz? Le hasard ou une complicité? Les témoignages refont surface. Un ancien employé du magasin de pyrotechnie affirme avoir vu Moritz et Lefebvre ensemble peu avant le drame. Ils parlaient fort, presque en dispute. Une semaine avant l'explosion, Lefebvre avait aussi acheté, sous un faux nom, plusieurs composants chimiques identiques à ceux retrouvés dans la bombe. Peu à peu, le puzzle prend forme. Le moine imagine une alliance née de la rancune. Moritz, jaloux, voulant effrayer son ex-femme. Lefebvre, obsédé, cherchant à lui plaire ou à se venger du rejet. Mais l'un des deux aurait franchi la limite. Un matin, dans le centre-ville de Strasbourg, Lefebvre est finalement repéré grâce à la vidéosurveillance d'une supérette. L'arrestation est tendue. Il tente de fuir, trébuche, puis se rend, épuisé. En garde à vue, il garde d'abord le silence, puis craque. Sa confession est aussi pathétique que dérangeante. Oui, il connaissait Jean Moritz. Oui, il avait fabriqué quelque chose avec lui. Selon lui, Moritz voulait simplement faire peur à Nadine, lui rappeler qu'elle ne pouvait pas l'oublier. Lefebvre, amoureux d'elle depuis longtemps, aurait accepté d'aider, espérant que ce geste réparerait l'injustice de l'avoir vu quitter Moritz pour un autre. Mais le soir du drame, tout aurait dérapé. Jean voulait juste la lumière, pas la mort, murmure Lefebvre. Il jure que l'explosion n'était pas prévue. Les experts, eux, en doutent. La puissance du dispositif prouve une intention claire. Tuer. Pourtant, les traces de Lefebvre sur le détonateur et son absence sur la scène du crime brouillent la frontière entre bourreau et complice. Moritz aurait-il manipulé Lefebvre, le poussant à agir sans se salir les mains? Lors d'une confrontation, le face-à-face entre les deux hommes glace la pièce. Lefebvre tremble. « Tu m'as dit qu'elle comprendrait, Jean, que ce serait un feu d'adieu. » Moritz détourne le regard. « Tu as toujours tout pris trop au sérieux. » Un silence de plomb suit. Le moine sait qu'il tient enfin le cœur du drame. Deux hommes malades d'orgueil et d'amour, et une femme au milieu, réduite à une flamme que chacun voulait posséder. Le procès s'ouvre 1 an plus tard. Dans la salle d'audience comble, les familles se font face, les regards se croisent, les rancunes se ravivent. Moritz, en costume sombre, garde son masque d'impassibilité. Lefebvre, livide, ne cesse de pleurer. Les experts détaillant la précision du montage, la minutie du plan. Le procureur dépeint Moritz comme un esprit manipulateur, un artificier des émotions qui a transformé sa jalousie en arme.
L'avocat de la défense plaide la folie passagère, la spirale de deux solitudes qui se sont nourries l'une de l'autre. Au terme du procès, le verdict tombe. Romain Lefebvre est condamné à 20 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Jean Moritz, reconnu coupable d'avoir conçu et orchestré l'explosion, écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsqu'on lui demande s'il regrette, il répond calmement « J'ai voulu que la lumière reste entre nous. J'ai oublié qu'elle brûle. » Ces mots résonnent longtemps dans la salle, comme le dernier écho d'une folie amoureuse travestie en art. Des années plus tard, certains habitants de Saverne affirment encore entendre, certains soirs d'été, le bruit lointain d'une détonation au-dessus de la forêt. D'autres disent que c'est le vent. Mais pour ceux qui ont connu Nadine, ce son reste celui d'une flamme trop vive, consumée par deux hommes incapables d'aimer sans détruire.